Je me rappelle très bien d'un mois où on était presque à 20 000 $ de chiffre d'affaires de la maison sur 5 jours de travail à une personne qui travaille toute seule. Je pouvais avoir une trentaine de fêtes d'anniversaire par semaine en plus du reste des commandes. Donc, c'était quand même du monde à gérer là. Tous nos amis, tout le monde, on était des fous. On a mis plus d'un demi-million dans le local qu'on a aujourd'hui. On a pris de l'équité de notre maison. Là, on avait sorti 120 000 $ de là. Puis on avait contacté les banques. Le montant qu'on voulait, on voulait être comme à l'aise. On voulait 460 000 $. Puis on attendait la réponse de la banque. Puis on recevait l'appel et ils nous disent qu'on vous donne un beau zéro. On pensait que sur un coup de téléphone qu'on avait eu, on nous avait dit « Ouais, on pense que ça pourrait le faire ». Nous, on s'est dit « C'est bon, feu vert ». On n'avait déjà plus rien d'argent. On devait investir sur des experts qui doivent nous faire une projection sur que la banque puisse nous donner de l'argent. C'est comme le cercle vicieux. Là. Ouais, c'est comme tu dois payer encore plus pour avoir du financement. Tu dois avoir du financement en donnant de l'argent que tu n'as pas. Et mais il vous faut un bon comptable. Là, le comptable, il coûte 3 000 $, on les a pas là, les 3 000 $. Finalement, peut-être ça c'est même pas approuvé. Donc, c'est ça. Ouais, puis on a dit vous devriez à vous prendre un conseiller qui va vous aider à faire votre plan d'affaires. Bon, c'est rien, c'est 4 000 $ le conseiller. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Étant donné qu'on est très content de vous recevoir pour le podcast Immigrants Visionnaires, merci beaucoup. Si on vous ramène à vos débuts, comment c'était pour Anis et pour Myriam? Parce que je sais que Myriam est originaire de la Tunisie, toi tu as vécu en France, donc si on part de l'étape 1, comment c'était? Alors, depuis la naissance, tu veux qu'on remonte le parcours. Tout a commencé en 1880. C'est ça. Mais comme on l'a dit un petit peu, donc moi, je suis pas né à Paris, mais j'y suis arrivé très jeune, là, bébé, là, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. J'ai vécu toute ma vie en France. Je suis d'origine tunisienne également, comme Myriam. Puis c'est ça. Donc moi, j'ai suivi un cursus scolaire très classique. Des études d'ingénieur en informatique, puis travail en informatique. T'étais très brillant pour l'époque en France pour un immigrant, disant que ses parents se faisaient appeler souvent par l'école pour dire « Waouh, votre enfant est super intelligent, le premier de la classe, premier de l'école, était premier aussi pareil comme ici au cégep, là, c'est comme au lycée. Il y avait tout pour faire des études plus fortes que l'informatique, mais c'était un enfant moi j'adorais l'informatique, super curieux, il touchait à toutes les machines et tout, mais pour dire vraiment à l'époque en France, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants qui se distinguaient, et tu dois ça aussi un peu à ta maman, parce que sa maman a essayé quand même d'encadrer énormément les enfants, les études pour elle c'était très important, c'était l'époque où pas mal d'immigrants se faisaient poussés par les conseillères à l'école pour vers des études on va dire, qui sont très bien aujourd'hui. Des travaux plus des métiers, pas intellectuels, on va dire. C'est des travaux métiers genre plus manuels. C'est correct, il en faut ces métiers-là, c'est sûr. Mais pour sa maman, pour elle se sacrifiait, son papa aussi, mais c'est vraiment sa maman qui poussait pour ça. Là. Ouais, elle voulait qu'on aille, mon frère et moi, elle voulait rien comprendre. Avec lui, elle n'a pas galéré, avec les autres un peu plus, mais école et université, je ne veux rien d'autre entendre. Donc ça a donné, que les trois, ils ont très bien réussi. Donc chacun de notre façon, c'est sûr. Mais donc c'est ça, donc des études d'informatique, travail en informatique pendant quinzaine d'années. C'est toujours ce que j'aime faire actuellement, j'adore ça, là, l'informatique. Mais c'est ça, on a récupéré un petit peu la fibre entrepreneuriale là depuis. Puis comme on en parlait tantôt. Moi en fait j'ai créé une espèce de petite entreprise de réparation d'informatique il y a peut-être ça fait quoi, une quinzaine d'années, un petit peu avant qu'on se connaisse. On se connaît depuis 18 ans. Ouais, donc ça marchait pas génial. Disons que moi je mettais les petites annonces, puis les gens arrachaient mes petites annonces. C'était aussi sentimental. Disons qu'Anis se faisait beaucoup appeler par des personnes âgées qui étaient toutes seules, puis avaient besoin un peu de parler à quelqu'un aussi, en plus de la réparation. Donc, il faut savoir qu'Anis est très, très, très gentil. Donc, du coup, il parlait avec eux. S'il devait facturer à l'heure, là... Après, je pense que c'est assez classique dans les business, c'est que quand tu commences à faire tu commences une business, tu ne prends pas tout en compte, on va dire. Ce qui t'intéresse surtout, c'est faire ce que
tu veux faire, ce que tu veux développer. Mais t'oublies que j'ai peut-être passé 4 heures avec la personne, puis je l'ai chargé juste 30 €, il y a peut-être un problème. Chérie, 30 €, c'est des grosses facturations que tu dis, c'est moins que ça. Je suis peut-être sous-payé, donc c'est sûr que c'est les choses qu'on ajuste. Avec la pâtisserie, on va s'en reparler tantôt, là, mais avec la pâtisserie, c'est pareil, c'est qu'on avait des coûts au départ soit on n'était pas conscient qu'on dépensait tant que ça, ou on n'avait pas encore pris conscience qu'il fallait à faire attention là, comment on dépense notre temps. Le temps, mais parce qu'on est autodidacte là-dessus au début là. Les formations sont venues après là, on est autodidacte, donc quand je prenais c'est surtout les expériences qui nous ont formés. Exact, mais quand on prenait un nouveau projet. Je savais pas combien de temps ça allait prendre, donc facturer, c'est pas. En tout cas, c'est pas. C'est le point que tout le monde dit, c'est pas facile de facturer quand on commence. On sait pas se mettre à la juste valeur. On se met souvent à la place du client. On sait pas ce que ça va. Mais c'est vrai que par contre, ça, on l'a décidé dès le départ là. On s'est dit ça, c'est peut-être l'erreur qu'on ne fera pas dès le début, c'est de se sous-vendre en fait. Donc on s'est dit, ok, on veut proposer un bon service, on va avoir un tarif qui va être relativement élevé, ou en tout cas à la hauteur du service qu'on va donner. On ne va pas avoir quelque chose de low cost pour pouvoir attirer du monde. Donc c'est ça. C'est le truc qu'on s'est dit. Après, toutes les autres épreuves, là, on les a pas anticipées, là, elles sont mises derrière. Mais en fait, moi, je suis fils de commerçant depuis petite. Il faut savoir qu'en Tunisie, c'est un petit peu différent de la France niveau dans quel milieu on baigne. Moi, je viens d'une petite ville, donc c'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires, il n'y a pas beaucoup de 9 à 5, c'est pas vraiment la mentalité. La mentalité, c'est à la débrouillardise, à chaque... Je vive au jour le jour. Donc, moi, j'ai appris énormément de choses de mon père. Tout le monde est entrepreneur, en fait. Là. Là-bas, oui. Je veux dire, tout le monde se cherche une activité à faire. Et puis, moi, je trouve ça génial parce que c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est la plus belle façon là, de travailler. C'est d'essayer de créer de la valeur, de trouver qu'est-ce qu'on peut développer comme activité, où est-ce qu'on peut mettre ses compétences à profit. Mais ce qui marque, en fait, c'est que tu vois comment les gens, ils restartent après une journée, là. C'est surtout que dans la ville dans laquelle on est, c'est plus de l'agriculture. Et l'agriculture, ça t'apprend énormément de choses. Tu peux semer pendant des mois et des mois et des mois avec l'attente de quelque chose. Puis des petites bébêtes, là, peuvent venir manger tout ce que tu avais. Ta récolte. Exact. Puis à la fin, tu finis avec rien du tout. Ou la météo peut jouer des tours, ou des contextes économiques, ou... je sais pas, des coups des attaques, des choses comme ça qui peuvent faire tomber le tourisme. Parce que mon père, il avait 2 facettes dans son métier. C'est un fils d'agriculteur, et donc lui-même agriculteur et toute la famille. Puis aussi, il est distributeur pour plus de la distribution côté touriste. Donc plus pour des hôtels et tout, des fruits et légumes. Et ce sont des produits aussi très fragiles. C'est pas des choses qu'on peut garder pendant des jours et des jours. Oui. Donc il faut savoir gérer entre le moment de la récolte et la vente. Et moi, étant petite, quand il était malade, il travaillait quand même. Puis j'arrivais pas à comprendre pourquoi il pouvait se reposer 2, 3, 4, une semaine. C'est pas un problème. Mais en fait, j'ai compris plus tard que c'est ta parole que tu donnes. C'est les gens qui sont sous toi, qui sont... Ce petit agriculteur qui t'a donné sa marchandise, lui, c'est son gain-pain pour la journée. Puis il va faire manger ses enfants avec le lendemain. Donc toi, tu vas pas travailler, c'est pas un problème. Tu as de l'argent, tu t'es fait ton petit coussin. Mais déjà, cette marchandise-là, elle ne sera plus bonne, elle sera plus vendable. Les gens qui t'ont amené ça, c'est tout ce qu'ils ont. Et donc ça, c'est depuis petite. Puis l'hiver et l'été est complètement différent. Donc je savais que pendant l'hiver, on avait moins d'activités. Donc les employés qu'on avait étaient beaucoup plus payés que le patron. Et qu'après, on retrouvait des journées très belles, là où le patron est très bien payé. Mais lui a besoin de cet équilibre-là, de les garder, de bien les traiter aussi sur toute l'année, parce qu'après, ça revient. Donc, c'est vraiment un cercle de savoir qu'aujourd'hui, c'était une très mauvaise journée, le lendemain va être une très bonne journée, et tout dépend de comment tu vas gérer dans le bas, là, que tu vas pouvoir être très bon dans le haut. C'est comme l'investissement en prise de risque, quoi. C'est exact. Vraiment, te dire, j'investis, puis je prends des risques, mais ça va me rapporter gros. Puis après, en France aussi, j'étais en vente. Donc, j'ai fait un BTS optique, puis après, j'ai fait une licence pour de l'optométrie. Et donc, après, ma première journée au travail, en tant qu'opticienne, elle m'a dit « T'oublies tout ce que tu as appris à l'école. Ici, c'est différent. » Puis là, c'était vraiment un choc. C'est la première fois de ma vie que je travaille. Mais c'est un travail que j'ai adoré.
jusqu'à ce que je l'ai arrêté. Tu étais bonne dans ce travail. Ouais. Je faisais beaucoup d'argent pour mon patron. Beaucoup. Ah ouais, ok. La clé dans la vente, je trouve que c'est pas se mettre à la place des gens parce qu'on peut pas se dire, lui, il peut pas se permettre de manger de la haute gamme. Je vais lui donner, exemple, dans la nourriture, je vais lui donner du bas de gamme, c'est tout ce qu'il peut se permettre. Lui, il peut manger beaucoup moins de fois dehors, mais manger une bonne qualité. Il peut s'acheter moins de lunettes, pas besoin d'avoir 2-3 paires, puis il va acheter une avec les bons traitements dessus, une bonne monture, il peut se faire plaisir. Donc je faisais vraiment, comme on était 12. Il y avait aussi ceux qui achetaient 4-5 paires de lunettes très chères. Oui, après on avait aussi des financements spéciaux, fait que j'étais très bonne à vendre des financements aussi dans mon autre travail. Donc je me rappelle, on était une douzaine de personnes, puis je faisais 50% du chiffre d'affaires du magasin. Quand même. Donc, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as appris de ton père, étant donné que lui-même c'était un commerçant? Je pense oui. Je pense qu'on a des petits côtés génétiques là. Moi, mon père est très bon en calcul. C'est aussi une personne qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais c'est quelqu'un que, quand on se rappelle de lui, c'est un grand cœur. Et j'ai appris aussi que tu peux vendre aux gens en ayant un grand cœur, en étant droit dans ses bottes, en se comportant correctement avec les gens, employés et clients. C'est juste pas se sous-valoriser. Donc, je pense que ça vient de lui. Ouais, comme je disais tantôt aussi, tu as l'avantage de pas trop réfléchir, ce qui fait que quand tu vas aborder des clients, tu vas avoir ton objectif en tête et puis tu vas y aller, quoi. Honnêtement, c'est jamais l'argent mon objectif. Oui ou non? Pardon? C'est jamais l'argent mon objectif. Là, tu le sens. Je sais même pas faire un virement Interac. Je sais même pas combien d'argent t'as sur le compte. Ça, c'est l'exemple que je sors tout le temps. Je sais pas si savoir faire un virement Interac, ça veut dire j'aime l'argent. Mais non, je veux dire, je suis pas quelqu'un de dépensier. Ça, c'est numéro 1. Dans la vie, il faut pas grand-chose. On adore manger avec Anis, c'est le seul plaisir qu'on a. C'est la seule dépense qu'on fait. Seule dépense qu'on fait. Puis notre travail ne nous permet pas de faire des voyages ou d'autres dépenses folles. Là. Puis je suis tout le temps en tablier et leggings. Fait que j'ai même pas besoin de faire de shopping. Mais on parlait de quoi? Je ne sais plus où est-ce que je parle de ça. Ton parcours, dans le fond, le parcours. Oui. Parce que dans le fond, tu étais en vente, puis tu étais super bonne dans la vente. Je pense que c'est mon père. Ouais? Ouais. Ma mère aussi, ma mère était la tête de la maison. Ça faisait un bel équilibre pour nous étant petits. Là. Ouais, ta mère, c'est une belle source d'inspiration aussi. C'est clair. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Ouais. Très courageux, qui est passé par beaucoup d'épreuves très dures. Extrêmement carré aussi, organisé, ça n'a rien à voir avec moi. Très très carré, bien organisé, puis qui sait gérer beaucoup de choses. Puis ça, c'est une partie que je me rends compte que ça a fait que mon père avait très bien réussi, c'est qu'elle a apporté un équilibre émotionnel dans la maison et un équilibre pour les enfants, qu'aujourd'hui, c'est quand même difficile pour nous de pouvoir balancer entre on y va à fond avec toutes les opportunités qui nous arrivent en ce moment-là. Parce que là, ça se bouscule énormément depuis les dernières semaines, puis les semaines qui arrivent. Et gérer une vie normale pour un enfant, parce que lui, ça va le marquer, là. Comme moi, ça m'a marqué, les histoires avec mon père, malade ou autre, au genre, là, comment il devait... il avait une parole envers les gens. Là, on se rend compte que nos enfants, ça va les marquer ces années-là. Donc, on s'est trouvé un équilibre. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. On est très occupés. On essaie de leur donner le maximum d'attention qu'on peut. Mais c'est certain qu'avec les responsabilités qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire mieux, on va dire. Mais on essaye quand même d'avoir de faire certaines activités ensemble, d'être là dans les moments importants. De ne pas rater des fêtes d'école, de ne pas rater des réunions de parents, des choses comme ça. Donc on essaye quand même. Pourquoi tu rigoles? Des fois, on les oublie. Non. Mais c'est pas des choses très importantes. Tu les oublies. Mais c'était comment pour vous quitter la famille, un endroit où vous étiez à l'aise? C'est bien que tu amènes ça. C'est sûr que c'est ça qui est encore aujourd'hui le plus difficile. C'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. C'est différent pour moi. Quand on était en France... Ouais, mais quand on était en France, on va dire, entre la France puis la Tunisie, pour aller voir la famille, parce que moi j'ai aussi de la famille en Tunisie, grands-parents notamment, France-Tunisie, c'est 1 heure d'avion. Donc ça se fait vite, des fois il y a des billets à 40 € pour faire le vol, c'est complètement fou. Des billets. C'est sûr qu'ici, premièrement, c'est beaucoup plus cher. Ça peut être des billets jusqu'à $2000. Et puis, c'est plus contraignant. Là. C'est certain, c'est plus contraignant. C'est 8 heures de vol, puis des préparations, puis tout ça. Et donc, nous, aujourd'hui, oui, c'est ce qui est...
Parce que si on doit faire le bilan de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, notre aventure ici au Québec, au Canada, tout est positif. Honnêtement, tout est très positif. Nous, on n'a pas tendance à voir les détails de la vie, l'état des routes, l'hiver qui est trop dur. Oui, c'est vrai, et tout ça est vrai, mais ce n'est pas des choses qui sont importantes pour nous. Nous, ce qu'on a trouvé ici est bien plus important de positif, là j'entends, est bien plus important que le détail. Donc c'est déjà une bienveillance. Alors j'entendais encore un documentaire hier disant que les Québécois chialaient trop. Nous, ce qu'on a trouvé ici, puis je veux pas que ça sonne comme dire beaucoup de mal de la France. Là, je veux dire encore une fois, la France a ses avantages, la France a sa beauté, etc. Mais après, ça dépend des attentes de chacun, des attentes et des ambitions de chacun. Nous, ce qu'on a trouvé ici, clairement, chez les gens, dans une certaine mentalité, une mentalité à essayer de se tirer un petit peu vers le haut. La preuve avec ce qu'on fait aujourd'hui, là, superbe initiative. Et puis c'est cet esprit un petit peu entrepreneurial qu'on trouve davantage ici que ce qu'on pouvait avoir en France. L'idée que quelqu'un qui travaille bien et qui travaille fort, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à être tiré vers le haut, en fait. Et puis l'accessibilité des gens, honnêtement. Ouais, absolument. Je vais reprendre un exemple très très récent là. Je suis, comme je pense que nous tous ici, on suit Luc Poirier sur les réseaux sociaux. Ouais, exact, c'est sûr. Puis on a l'impression que c'est quelqu'un inatteignable. Inaccessible. Inaccessible. Puis ça se trouve que j'ai envoyé un message à sa femme pour une collecte de fonds qu'ils ont fait il y a quelques jours pour 2 associations pour le cancer du sein. Puis elle m'a répondu en très peu de temps. Puis on les a invités à la boutique et puis ils sont venus juste le lendemain. Puis ils ont fait la file comme tout le monde. Ils nous ont parlé d'une façon tellement gentille, tellement simple. Ouais. Puis c'était une conversation très agréable. agréable. Et ils nous ont invités à l'événement le lendemain, puis on les a re-rencontrés. Puis ce qui a frappé Anis, c'est que le monsieur, avec tout ce qu'il a à faire dans sa vie, il se rappelait de nous comme... C'est pas vraiment juste bluffé, là. Mais franchement, on était quand même super... On n'a pas connu beaucoup de gens de ce calibre en France, mais on en a connu pour des calibres beaucoup plus petits, là, et avec beaucoup moins de choses dans la tête, mais qui ne te parlent pas. Qui peuvent prendre là, la grosse tête je peux dire, vraiment, c'est des gens... En plus, la vente aux enchères qu'ils faisaient, là, ils ont placé les affaires eux-mêmes. Ils auraient pu se payer du monde qui prépare tout, puis qu'ils arrivent dernière seconde. On était là dans les coulisses, mais ils ont absolument fait tout seul, là. Ouais. Donc c'est vrai que cette accessibilité, là, de sentir que... Alors, juste petit disclaimer, là, évidemment, on ne va pas généraliser à toute la population. Oui, il y a des gens qui sont plus difficiles que d'autres. Oui, il y a des gens qui sont un peu snobs, c'est sûr, là, il y en a partout. Là. Donc, et là, globalement, c'est comme un sentiment général. Un sentiment général que on peut aller aborder des gens avec simplicité, puis recevoir en retour de la simplicité aussi. Et puis des partenariats, des belles discussions, des propositions, des choses comme ça. Et ça, c'est tellement agréable. C'est de la banque qu'on pourrait... vous avez du temps? On a 2 heures ou pas? Alors, oui. Du coup, on devait un petit peu raconter comment c'est cette histoire. Vous voulez l'aventure du business ici? Comment ça a commencé? Dans le fond, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que là, on a compris du fait que ça faisait... depuis l'âge de 17 ans, si vous êtes venu au Canada, puis vous êtes venu, il y a eu une opportunité. D'entrée de jeu, quand vous êtes venu, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous avez déjà eu cette vision de « OK, on va bâtir quelque chose ». Tout était beau en arrivant. Non. Ouais. Oui. En arrivant, tout était merveilleux. Les routes étaient belles. Toutes les routes étaient belles. Il n'y avait pas de travaux dans Montréal. Alors, en tout cas, c'était notre perception. Oui, on est arrivés, nous, avec la compagnie d'Anis, qui nous ont loué, normalement, ils louaient un logement temporaire pendant 1 mois, le temps de trouver, mais nous, on avait déjà trouvé à distance. Donc, on est resté juste une semaine là-bas, le temps d'attendre nos affaires qui arrivent. Puis, on est arrivé sur René Lévesque. Donc, pour nous, c'est très grand. On n'a pas vu les poteaux oranges, ça ne nous avait pas frappé. Non, mais on ne faisait pas attention. Pour nous, le beau éteignait tout le reste, en fait. C'est-à-dire que ce qui était beau dans l'aventure qu'on était en train de commencer éteignait vraiment tous les mauvais côtés, entre guillemets. On ne voyait pas d'itinérants, on ne voyait pas de clos orange. Aussi, on voyait pas de... 2017.
Ouais, mais disons que genre, à Montréal, c'est pas nouveau. Là, ce qu'il y a aujourd'hui, là, l'état des routes est pas nouveau, mais on voyait pas tout ça. Mais on avait des étoiles dans les yeux au départ, c'est sûr. Pour une vie de famille très paisible. On a vécu la première année, une année magnifique. Les week-ends, on avait l'impression qu'on pouvait faire tellement d'activités parce que nous, on vient d'une région où il y a beaucoup d'embouteillages. Et là, ici, on pouvait sortir à n'importe quel moment, on pouvait faire vraiment... aller d'ici, Mont-Tremblant, là, et retourner dans la même journée, c'est comme tu as l'impression que tu as voyagé un peu. Ce qui est beau, c'est qu'aussi, les saisons, avec le changement du décor, on a vraiment l'impression qu'on fait... des vraies saisons. Des vraies saisons, puis aussi comme si on voyageait ailleurs. C'est pas du tout le même paysage. À 2-3 mois, ça change énormément. Donc, au début, c'était vraiment juste une vie de famille normale. Puis après, on a eu notre deuxième enfant ici. Et il faut savoir qu'Annie, c'est un mordu d'Internet et de l'informatique et tout ça. Donc, il travaillait énormément. Et moi, je faisais un petit peu d'activité sur les réseaux sociaux, mais je faisais des recettes, puis je donnais les recettes aux gens et tout, depuis la France. Donc, c'est de là que plein de gens nous demandaient de manger ce qu'on cuisinait. C'est de là qu'on s'est dit, OK, on pourrait faire ça. Donc, au début, on avait gardé l'ancienne page qu'on avait parce qu'on avait déjà dessus des clients, même si c'était des gens un peu partout dans le monde. Donc, à un moment, c'est arrivé à une limite où les gens posaient la question, je veux la recette. Non, mais là, je la vends, moi. Ça, là, je la donne pas. Donc, c'est de là qu'on a commencé vraiment petit à petit, mais j'avais gardé ma fille, le bébé, là, avec moi dans cette activité-là pendant une année, je pense. Ouais. Et elle est rentrée à la garderie juste un peu avant Covid. Et c'était comme une activité à côté, mais on savait depuis le début qu'on se positionnait sur un magasin, pas haut de gamme, mais comme on ne devait pas brader juste parce qu'on n'avait pas de loyer. La matière première était de bonne qualité, le service qu'on donnait aux gens, même si on était très souvent débordés, parce que Anis était très focus sur son activité à lui à ce moment-là. Il m'aidait un peu, mais c'était moi qui prenais les commandes sur les messages Instagram. C'est pas du tout comme maintenant, du tout. Ouais. Donc, on faisait petit à petit, c'était quand même constant, puis on faisait de plus en plus de ventes, jusqu'au moment où on arrivait à, comme notre activité, rembourser plus ou moins la garderie. On habitait au plateau, c'était très cher les garderies. Donc, on a mis notre fille à la garderie, puis là, on s'est dit, OK, là, on peut prendre plus de clients. Arrivé la COVID à ce moment-là, puis là, comme tout ferme, et comment on va réagir? Là, on s'est dit, on va continuer à travailler normal. Mais on faisait de la livraison avant. Ouais. On faisait rive nord, rive sud pour $5 la livraison. C'est une belle période. Là, on allait ça, c'est le genre d'apprentissage. Faut pas livrer. Là, j'ai fait le lien de ça. Mais au début, on faisait n'importe quelle journée. Puis après, on rassemblait tout le monde vendredi soir pour après le trafic. Et comme ça, c'est en soirée. C'est une belle tournée. Mais tu sais, tout le prix de la livraison, on le payait en qu'est-ce qu'on va manger le soir parce qu'on n'a pas eu le temps de cuisiner. C'était pas gagnant non plus. Mais ça nous a permis de toucher des gens de un peu partout parce que pour que les gens, ils ont de l'offre partout là. Ils ont des pâtisseries partout. Si on va pas parler de la même qualité là, mais ils ont ce qui paraît pareil. OK, partout. Donc il faut qu'on aille les voir. Et l'avantage que j'avais aussi à l'époque, c'est qu'avant de commencer à vendre, je connaissais quelques personnalités sur les réseaux sociaux. On ne se parlait pas sur une base de « je suis vendeur ». On se parlait sur une base « on se connaît dans la vraie vie ». Donc, eux, c'était les premiers à parler de nous en story. Je comprends. Et c'était... Quand même, ça a explosé pour nous. La COVID était une période où on prenait de plus en plus de commandes. Les gens, ils étaient à la maison. Plein de places ont fermé. C'était quand même... la solution de facilité, se dire, OK, parce que nous, on était comme une compagnie depuis jour 1, on pouvait se déclarer, on a perdu nos revenus, puis prendre la petite aide que plein de monde a eue, puis on est tranquille, mais... Tu parles de quoi, de la Covid? Pendant la période de la Covid, ouais. Nous, on a continué à avoir de l'activité, c'est là qu'on a eu le plus d'activité, c'est là qu'on a dû changer aussi d'emplacement pour la production, pour pouvoir produire plus. On a transformé tout le sous-sol en atelier. On a déménagé. On est passé d'un appartement à une maison. Ça, je trouve ça intéressant parce que ce que je voudrais comprendre, d'enfant, et aussi peut-être donner un timeline dans cette période-là. D'enfant, vous êtes arrivé au Canada en quelle année? 2017. 2017. Ouais.
2019, si j'ai bien compris. 2018. 2019 à peu près, ça a commencé. Peut-être début 2019, mais ouais. Ok, d'accord. Puis aussi à cette période-là, en termes de... Parce que je sais qu'il y a eu des ventes, je sais qu'il y a eu tout ce qui est opérations et tout, mais vous étiez où exactement? Même si vous n'avez pas eu les localisations que vous avez aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'était tout à la maison? Au départ, c'est ça. Au départ, comme disait Myriam, c'était vraiment juste à la maison. Quand on est arrivé, on était dans un condo. On avait de la place aussi. On était dans un condo, mais c'était quand même large. Donc il y avait quand même relativement de la place. Il y a une pièce qu'on utilisait spécialement pour ça dans la maison, une chambre qu'on utilisait spécialement pour ça. Puis c'est vite devenu trop petit. On a mis les enfants ensemble pour avoir une autre chambre supplémentaire. Ouais, parce qu'on avait besoin de stockage, on avait besoin de réfrigérateur, etc. Puis c'est devenu trop petit assez vite en fait. Je comprends. Et le problème aussi, c'est que il y avait beaucoup trop de contacts entre vie personnelle puis travail là. Ça a continué ça avec la deuxième place, mais on pensait que exact. Nous donc dans l'idée on s'est dit on va essayer de voir si on peut pas acheter une maison. De toute façon on était un peu rendu là au niveau vie puis salaire puis tout ça là. On était rendu au niveau où on pouvait acheter une maison. Donc on achète une maison puis on se dit génial, on regarde, il y a un sous-sol parfait, l'activité va être dans le sous-sol puis ça va être c'est assez grand aussi. C'est très grand. Il y a ce qu'il faut. Puis pareil, très vite, c'est devenu trop petit. En fait, puis malgré tout, d'être de la maison, c'est le truc qui était quand même difficile, c'est de livrer des choses aux gens depuis sa propre maison. On avait du monde qui venait dimanche en soirée, on avait du monde qui venait presque minuit le soir pour chercher leurs commandes ou pour nous demander s'il ne nous restait pas quelque chose qui était invendu de la journée. Le truc, c'est que comme tu es à la maison, si tu fermes jamais en fait. T'es toujours là. T'es toujours ouvert. La boutique, elle ferme, il n'y a plus personne dedans. Une maison, il y a toujours quelqu'un donc, qui dit oui, je sais, je devais passer avant 20h, mais je ne pourrais pas venir avant 23h30. J'en avais un qui est sorti de Laval pour venir chercher son gâteau parce qu'à l'époque, notre activité principale, c'était mariage, anniversaire. OK. Plus que des pièces individuelles. Oui. Il est sorti de Laval à 10h du matin, il était chez nous à 11h45 le soir. Et pendant toute la journée, en fait, il était en train de dire je suis sur la route. Il y a eu beaucoup de trafic ce jour-là. Il y a eu beaucoup trop de trafic là. Mais entre-temps, dans le cheminement, nous, on ne pouvait plus se permettre de prendre des commandes uniquement sur Instagram. Donc, Anis nous avait créé comme un formulaire de commande. Sur papier. Sur papier. Il nous a créé un formulaire qu'on envoyait le lien pour les gens, puis ils remplissaient une fois que la date est validée avec moi, puis le prix, puis absolument tout. Mais sauf que quand Myriam ne répond pas au message, parce que je répondais toute seule à l'époque, si tu es un bon ami de lui, tu vas lui passer le lien, parce que Myriam ne le répond pas. Sauf que nous, on ne travaillait pas dimanche et lundi. Fait que quand je retrouvais des commandes dimanche ou lundi, c'est pas moi qui ai autorisé ça. Vous voyez, mais pour moi, la commande est passée, donc c'est de ma faute. Fait que je faisais la commande, mais j'appelais les clients en lui disant, OK, vous ne passez plus les liens l'un à l'autre. Là, c'est vraiment un lien personnel si je vous ai accepté la commande. Puis petit à petit, Anis a pris beaucoup le relais sur tout ce qui est, parce que moi, opérationnel, le site web, la gestion des commandes, le gros là, parce que moi, je suis vraiment pas bonne là-dedans là. Tout ce qui est planification et tout, c'est vraiment lui. Tout ce qui est financier, c'est vraiment lui. Donc, on a fait comme des travaux pour transformer notre sous-sol en atelier, comme 3 semaines. Et même pas 3 mois après, on était en train de chercher un local parce que ça avait explosé très vite. Il faut savoir qu'on ne sait pas dire aussi ça c'est notre maximum parce que nous, on pense pas que quelqu'un ait un maximum. On pense que tu peux pousser encore plus. Et ça, c'est pas en termes de chiffre d'affaires, c'est en termes de quelle population on peut toucher là. On touchait énormément du communautaire pendant la Covid parce que, veut pas, les entreprises enfermées. Du communautaire, de la communauté tunisienne, nord-africaine, oui. Ouais. Un petit peu Middle East, mais c'est vraiment à travers des amis ou la garderie qui était plus syriens, libanais. On avait quelques-uns comme ça. On avait des amis égyptiens aussi qui nous faisaient introduire dans leur cercle. C'était 95% de la clientèle. Et parce que la Covid a fait que les gens sont restés entre la même communauté, plus ou moins, parce qu'il y avait des périodes d'autorisation ou non de rassemblement, là, fait que les gens, ils jouaient un petit peu avec ça, puis ils ne pouvaient pas jouer à multinationales sur du illégal. Donc, oui, là, on a commencé à toucher quand ça a réouvert. Il faut savoir que pendant la Covid, quand vous étiez enfermé, vous avez trop envie de sucre, quand on vous ouvre, on peut rencontrer les gens, là, toutes les fêtes ressortent. Et puis, j'étais pas capable de dire non.
en fait. Donc, j'étais rendue... Là, c'est dur de dire non à un client. C'est très, très, très dur. C'est jamais plaisant. En fait, les gens pensent que c'est comme... On est content de dire soldat. Non. Mais non. Il faut aussi apprendre à dire non. C'est pareil, quand on parlait des leçons qu'on apprend là en business, c'est qu'il y a des moments où on doit se rendre compte de ce qui ne rentre pas dans notre activité. Qu'on ne dit pas oui juste pour saisir une opportunité, entre guillemets. Il faut savoir les voir, là, les opportunités. Ouais. Mais oui, il y a des gens qui avaient des demandes clairement qui ne rentraient pas forcément dans ce qu'on voulait faire, mais on allait dire oui quand même parce que il fallait faire. Parce que pendant la Covid, on a beaucoup joué avec... en fait, c'était des vagues. Donc, je pouvais perdre les commandes de toute la semaine parce que c'est une restriction qui s'est ajoutée. Donc, la majorité des gens vont annuler. Donc, on perdait toutes les ventes de la semaine. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a joué beaucoup avec le keto à l'époque. On faisait beaucoup de desserts keto. C'était la période 2021. Parce que tu faisais tes recherches sur les réseaux sociaux. Oui. On faisait du keto, du sans sucre, mais pas keto. On faisait du gluten, mais on avertissait les gens que dans l'atelier, on avait du gluten. Donc, du sans gluten, pardon. Donc, pour dire que c'est pas forcément safe si c'est juste c'est à eux de décider, là, s'ils prennent ou pas. Donc, on a beaucoup joué avec qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait plus. On s'est beaucoup cherché. Avant d'ouvrir notre local qu'on a aujourd'hui à Brossard, on s'est beaucoup cherché. Mais c'était quand même resté une activité sans plan d'affaires, sans ce que les gens font avant de commencer, sans gros investissements aussi. Parce qu'après, on va arriver un peu quand on a commencé à chercher, là, on s'est frappé à... Tu ne peux pas avoir accès à un centre d'achat si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît la compagnie. Juste un truc, excuse-moi, parce que tout à l'heure, tu disais... on pouvait perdre les ventes à cause de il y a une restriction du gouvernement, confinement, machin, interdiction de se réunir, puis d'un coup, il n'y a pas de commande. On re-remplissait la même semaine. Oui, mais mon point, c'est que on n'avait pas tant de contraintes que ça financières, en fait. Oui, c'est sûr. C'est l'avantage, c'est que ça, c'est le bout qu'on... Mais on avait ma tête qui ne pas de faire une semaine moins chargée que la semaine d'avant. On veut toujours plus. Dépasser les limites. Je vois le planning. Si toutes les commandes rentrent dans le planning, c'est pas beau, là. Il y a toujours des petits rajoutés comme ça. Et puis, quand tu commences ta semaine très chargée, tu as une semaine qui se charge encore plus. C'est en fait, comme je disais, on se parlait dans la voiture tout à l'heure, c'est toi qui... si tu as trop peur, ça va te bloquer. Si tu penses que tu ne peux pas, ou tu n'es pas à la hauteur, ou tu ne seras pas à la hauteur, tu ne seras pas à la hauteur. C'est ta vision à toi qui va te limiter. Donc, on commençait la semaine plein, mais on acceptait. Puis, à chaque semaine, on poussait à combien on peut faire de clients de plus. Mais ce que je suis curieux de savoir pendant cette période, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de commandes, beaucoup d'achalandage, mais c'était comment la vie de famille, puis aussi de ton côté aussi. Je sais aussi que tu travailles, je pense, à cette période-là. Comment ça ressemblait? Faut quand même mitiger là au niveau de beaucoup de commandes, puis nous, ça nous paraissait être beaucoup là à ce moment-là. Écoute, j'ai un chiffre d'affaires exemple, je me rappelle très bien d'un mois où on était presque à 20 000 $ de chiffre d'affaires de la maison sur 5 jours de travail à une personne qui travaille toute seule. Je trouve que c'est pas négligeable non plus, là. Je pouvais avoir une trentaine de fêtes d'anniversaire par semaine en plus du reste des commandes. Donc, c'était quand même du monde à gérer, là. Ouais. Okay, ça n'a rien à voir avec une boutique, là? Non, c'est ça. C'est qu'on n'avait pas... À ce moment-là, nous, quand on s'est dit qu'on allait ouvrir une boutique pour pouvoir développer l'activité, c'est certain que on n'avait pas à l'esprit tout ce que ça impliquait d'ouvrir une boutique en termes de coûts, en termes d'organisation, en termes d'opération, etc. Donc c'est sûr que la vie de famille, ça allait. Globalement, ça allait. On avait du temps en fait pour les enfants, elle et moi en fait, donc on avait du temps de s'occuper, on avait du temps d'aller au parc, on avait le temps. Charge, ce qu'on a, il se trouve que moi je m'en occupais un peu plus. Moi, Okay. Mais après c'est aussi une question de caractère. On n'est pas exactement pareil là en termes d'interaction avec les enfants, puis c'est bien correct. Mais on avait du temps. On avait du temps pour les enfants, clairement. Mais on voyage pas, c'est un avantage aussi. On n'est pas des gens qui voyagent beaucoup. C'est le moment où on voyageait, là en l'occurrence. C'est le moment où on est parti en Tunisie quelques fois, comparé à maintenant. Où là maintenant pendant qu'on travaille, notre travail à Nice, on est parti une seule fois. En fait, c'est juste qu'on n'a pas vu le temps passer grâce à cause de la Covid. Donc, on avait comme 2 années c'est très difficile de voyager, donc on a utilisé ces années-là
Non, pendant la Covid, c'est sûr que pendant la Ouais. Covid, là, il n'y avait pas de voyage. Clairement, ça, on est resté. On est parti une resté fois, sur place. la dernière fois c'est 2021, mars 2021, la semaine de relâche. Donc oui, pour répondre à ta question directement, en termes de vie de famille, ça allait. Ça allait globalement à ce moment-là. On pouvait s'occuper des enfants, puis comme je dis, on avait la possibilité de sortir. Donc c'était quand même, c'était encore raisonnable. Comme avec les chiffres qu'elle a donnés, malgré tout, parce qu'il y a le chiffre, puis il y a tout le reste. Là, on est rendu à gérer des employés, à gérer des locaux, des loyers, des tonnes de factures. Ah, ça des peut tonnes rien de avoir. factures, des tonnes de fournisseurs. Mais c'est comme c'est lui qui les énormément paye. Tout est d'interlocuteurs, correct. énormément d'interlocuteurs différents, puis tout ça, puis ça, la charge que ça prend, la charge mentale de tout ça, et là, c'est complètement un autre monde. Là, vraiment, Mais là, comment ça tu faisais pour jongler avec ta carrière d'ingénieur et l'entreprise familiale? Moi, ça m'est Ça déjà dépend des arrivé. étapes aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je suis une personne qui travaille fort sous pression. Puis, ça m'est déjà arrivé de faire 3 travails en même temps. Ouais, c'est donc je travaillais, je faisais mes études, je faisais un travail le matin, j'allais en faire un travail le soir, puis j'allais faire un travail le week-end. Puis je vivais bien avec ça là, dans le sens où moi je me tenais occupé. Puis C'est pas forcément dans le même domaine en plus que tu faisais vraiment des choses. rien à voir. Non, rien à voir. Je travaillais comme caissier chez Carrefour là, qui est l'équivalent du Walmart ici là. Donc une grande chaîne de grande distribution. J'ai fait ça 6 ans de ma vie pendant mes études. Puis je faisais aussi comme des remplissages de chewing-gum sur les caisses des magasins. Puis je faisais du remplissage en rayon également dans le magasin. Donc je pouvais faire tout ça. Puis c'était aussi la période où j'essayais de faire de la réparation d'informatique chez les gens en même temps dès que je trouvais du temps pour le faire. Donc moi j'ai jamais eu de problème à tu développais des jeux vidéo aussi. à travailler fort. Ouais, moi après c'est Depuis ça. que je te connais, j'ai passion de l'informatique. Puis c'est sûr que je touche à tout là. Donc, tu as un niveau de discipline qui est quand même assez élevé. Là. Ouais, Vraiment. je dirais ça, exact. Je dirais ça. Dans la nuit plus que dans la journée. Est-ce que tu faisais beaucoup de nuits, nuits blanches. Ça, c'est une erreur. Là. Avec le recul, c'est pas une bonne chose. Là, je déconseille à tout le monde de. Je déconseille à tout le monde de travailler la nuit. C'est pas une bonne chose à faire. On est mieux de travailler tôt le matin. Ouais, je comprends. C'est bien plus efficace et productif. Mais ça tenait. Puis Ubisoft, alors là, je sais pas si on l'avait déjà cité, mais c'est la compagnie pour laquelle je travaillais. Donc la compagnie Ubisoft, c'est une super compagnie, vraiment. Je pense que j'ai pas fait beaucoup d'employeurs à Montréal, mais je suis pas mal persuadé que c'est un des meilleurs employeurs de Montréal en termes de bienveillance, en termes d'encadrement, de formation des employés, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit là autour de la compagnie, mais moi, pour y être de l'intérieur, c'est une super compagnie. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pu avoir du management qui a un petit peu... on va dire compris un peu mes différents défis là, quand la compagnie est arrivée avec ce que ça pouvait prendre comme charge mentale. Mais moi j'essayais de faire en sorte que ça ne soit jamais au détriment de mon équipe, parce que je suis devenu très, très vite chef d'équipe en fait chez Ubisoft. En arrivant, j'étais développeur informatique pendant comme un an et demi, puis j'étais promu chef d'équipe au début, puis après tu as fait ouais, ça, il y a eu plusieurs étapes, mais donc j'ai été chef d'équipe pendant plusieurs années, puisque je voulais pas évidemment négliger mon équipe à cause de l'activité qu'on pouvait avoir à côté, qu'il fallait évidemment organiser, développer, réfléchir, etc. Mais non, c'était stimulant, c'est vraiment très stimulant. Là, je veux dire, moi j'en suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai pas envie de m'ennuyer. Là, c'est sûr, j'ai pas envie de m'ennuyer. On a envie de faire des choses. Ça dépend des jours. On a envie d'en faire beaucoup. Ok, il y a des jours où il y a peut-être un petit peu plus que d'autres, puis on se dit, wow, ça fait beaucoup aujourd'hui. Je ferais bien de la marche comme la personne que je vois en train de marcher sirotant son petit. Ouais, c'est ça, mais des fois, c'est des petits. Disons qu'avec Myriam, on n'a pas des. En termes de petits plaisirs, on n'a pas des hautes attentes, là. Moi, des fois, je viens, puis je lui dis, Myriam, tu sais quoi, j'ai juste envie d'aller faire une balade en forêt, là, tout de suite. Là. Je vais juste aller me faire une balade en forêt, ce serait ça mon plaisir tout de suite. Je n'ai pas besoin de prendre un avion puis d'aller à Vegas, juste aller faire une petite marche en forêt, parce que là, il y en a beaucoup là, ces derniers temps. Et puis voilà, un jour de congé, là, à un moment, on avait tellement de choses à faire, mais on s'est mis d'accord. Je dis, écoute, Myriam, ce jour-là, je vais le prendre. Je vais aller à tel parc national, puis je vais rester plusieurs heures là-bas. Il voulait pas que je vienne avec lui, je pense que j'ai rappelé trop le travail.
Bon, tu voulais des preuves, donc j'ai filmé tout mon, tout mon trajet pour être sûr que je ne sais pas aller faire autre chose. C'était à la période où on commençait à avoir énormément d'activités. Il faut savoir que nous, de la maison, on a commencé à chercher un local, puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'on ouvre à Brossard, là où on est aujourd'hui. On s'est frappé à la réalité de, OK, vous faites du chiffre de la maison, mais est-ce que vous êtes capable de vendre à n'importe qui? Est-ce que vous êtes capable de sortir sur un marché de travail normal? Est-ce que vous avez les fonds? Puis 2021... Là, on parle des banques? Ouais. Ok, je comprends. Des banques et investisseurs et tout le monde, là. On a commencé à chercher les solutions pour sortir de la maison. De la maison pour aller vers le local. Pour aller vers une boutique. Et c'est là que les banques commencent à vous demander des plans d'affaires, la structure de l'entreprise. Là, on est très naïf à ce moment-là. Ouais, en fait... on est naïf, on pense qu'il y a des choses qui sont faciles. Pour moi, on se rappelle à la réalité. Très têtue. Je pense que le mot qui me définit, je suis très têtue. C'est pas tout le temps bon, mais des fois, c'est bon. Ambitieuse. Têtue. Visionnaire. Et impatiente aussi, parce que j'ai appris ça après. En business, faut pas être impatient. Là, il y a rien qui se fait en bas de 3-4 mois. Là. T'es plus impatiente? Moins impatiente. Par exemple, pour les projets futurs, là, acheter notre place de production à nous, là, en plus grande, là, je sais que c'est quelque chose qui va prendre dans les 1 an et demi, 2 ans, là, avant qu'on déménage de là où on est, parce que rien que pour louer, ça nous a pris 4-5 mois. La place était prête pour tout trouver, les avocats, les papiers, que tout soit bien signé, toutes les clauses soient bonnes. Ça prend... Alors là, acheter un local qui va être 3-4 fois plus gros que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le futur projet, là. Ça va pas se faire même pas en 6 mois, là, je le sais. Mais ce local-là, c'était pour continuer à vendre des gâteaux ou bien rentrer dans tout ce qui est pâtisserie artisanale? Qu'on cherchait un endroit pour vendre. Oui, exact. En fait, on cherchait pour faire de la production puis de la vente en même temps. Et je me disais à ce moment-là, c'est 10-30 ou rien. Ouais, le quartier 10-30, nous, c'est ce qui avait l'air, parce que je ne sais pas à quel point on en a parlé depuis tantôt, mais la pâtisserie qu'on fait, on voulait que ce soit de la bonne pâtisserie, avec des bons ingrédients, donc une pâtisserie haut de gamme. C'est pas du... c'est mis premium un peu. Sans négliger, là, c'est pas du muffin. Genre, c'est pas une pâte, on met au four, ça gonfle, puis on vend ça. Donc, ça devait être plus élaboré, plusieurs textures, de la technicité. Et choix de la matière première aussi, exact, les noix une bonne qu'on matière utilisait, première, de la bonne pistache, de la bonne noisette, les meilleures qu'on puisse trouver, comme une etc. expérience, disons. Exactement, comme une expérience. Donc, pourquoi Myriam dit le 10-30? Parce que pour nous, le 10-30, à ce moment-là, c'est ce qui avait l'air de refléter le plus que nous, on voulait faire. Ce qu'on avait en tête pour la compagnie, en fait. Mais bien évidemment, on s'est frappé à une réalité. Ouais, on a compris l'importance du réseautage ici. Si tu connais personne qui connaît la personne qui gère les locations au 10-30, elle ne vous répondra jamais. Par contre, si vous connaissez quelqu'un, il va juste envoyer un message puis elle va vous rappeler. C'est ce qui s'est passé avec nous. Et elle a pu nous proposer des choses, en fait, mais c'est grâce à cette amie-là qu'elle connaît, qu'elle nous a proposé des locaux, mais je pense qu'on n'était absolument pas fiables. On avait 0 plan d'affaires, on n'avait pas de plan comme on voulait être, on n'avait pas de branding, on n'avait absolument rien. Et c'est là qu'on a commencé à chercher des partenaires aussi. Mais là, on s'est frappé à vraiment, il faut que les chiffres soient très parfaits, il faut que ce soit vraiment un système d'opération, pas juste des recettes, puis quelqu'un de vraiment patient, il a de la patience dans ce qu'il fait. Tout ça, c'est pas du business, ça. Et business ne veut pas dire d'ailleurs quelque chose de négatif. C'est parce que plein de gens disent, OK, petit commerce c'est bien, business ça exploite. Absolument pas. Nous, aujourd'hui, on est l'exemple. On va parler après du nombre de familles qu'on a dans Mon Secret Gourmand. C'est énorme. Après, c'est juste qu'au départ, on ne savait pas. C'est juste qu'on avait tout à apprendre, en fait. Et quand on a commencé, on avait vraiment tout à apprendre, que ce soit avec les banques, que ce soit qu'est-ce que c'est qu'un investisseur, puis comment il faut approcher un investisseur, les différents types d'investisseurs aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'affaires. Tu veux quelqu'un d'actif, pas actif. Jusqu'à quel point tu veux qu'il rentre dans tes affaires. Et à l'époque, on avait l'impression que le seul secret qu'on avait, c'était nos recettes. Et là, en fait, je peux te donner la recette, mais tu ne seras pas capable de faire comme la formation Cédric Grolet, il nous a donné la majorité de ses recettes. Tu crois? Donc, si on arrive ici,
on parle de pâtisserie haut de gamme. Ouais. Est-ce qu'il y a une formation qui a été prise ou bien on peut juste se Non, lancer? à ce moment-là, non. Tu as juste la formation MAPAC, là, hygiène et salubrité, que tu dois passer anyway, même si tu es de la maison. Ça, c'est pour être manipulateur des aliments, puis après pour être gérant d'une place de production. Mais c'est un coût de $500 max, là, tout ça. Tu peux... Après, tu te mets un petit peu... Il faut que les équipements, les revêtements, tout soit à norme. Disons que ça peut être un budget de 15-20 000 $ pour être pour être autorisé très légit là, dans ce que tu fais. Puis le haut de gamme, tu demandes pour le haut de gamme, c'est sûr que ça vient de soi-même, là. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un côté subjectif, là, qu'est-ce qui est du haut de gamme. Mais comme on disait tantôt, des ingrédients qualité, en fait, pas de conservateurs, pas d'additifs, pas de ne rien mettre de suspect dans les pâtisseries, et puis apporter une certaine technicité. Myriam, ça fait des années qu'elle épluche des tonnes et des tonnes et des tonnes de recettes de grands chefs, y compris. Ça lui a donné beaucoup d'inspiration pour beaucoup de choses. Ça lui a permis de donner sa créativité. Elle a réussi à mélanger dans sa tête beaucoup de concepts pour en arriver justement aux créations originales qu'on a pu sortir au moment de l'ouverture de la boutique. L'avantage en France, c'est qu'on pouvait goûter aussi à une palette de choses qui a quand même développé un goût spécial. On aime les bonnes choses. On aime le risque aussi de tester des combinaisons un peu différentes. Ouais, c'est vrai que, bon, ça c'est le côté un peu touchy, mais en France, en effet, on a eu accès vraiment à beaucoup. Ça, c'est pas quelque chose qui est forcément tabou là à dire, mais c'est vrai qu'en termes de pâtisserie, on va dire qu'il y a plus de choix en France, c'est plus facilement accessible que la toute première pâtisserie au coin de la rue va faire des très bonnes pâtisseries, etc. Donc c'est sûr qu'on a développé un palais peut-être un peu affûté là par rapport à ça. Puis en arrivant ici, on a eu l'impression qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là aussi. En termes de pâtisserie, il y a des très bonnes pâtisseries là à Montréal, mais on a eu l'impression vraiment que, ok, on peut se mettre à ce niveau-là. Puis là, on est dans du haut de gamme. Et c'est avec venu ce type de technicité, graduellement. ce type d'ingrédients. Ouais, absolument. La base était de très bonne qualité, frais et fait correctement comme si on se le faisait pour nous. Ça, c'est un petit peu aussi une mentalité un peu, je trouve, de chez nous, là. C'est vraiment quand tu offres quelque chose à quelqu'un ou même tu vends quelque chose à quelqu'un, tu veux qu'elle soit à la hauteur de ce que toi, tu veux manger ou tu veux donner à tes enfants. C'est comme la culture de la nourriture, c'est quelque chose de très important en Tunisie et en France, les deux. Donc, on a béni dans ce genre d'atmosphère-là. Puis donc, comment on a brandé, honnêtement, c'est venu avec le temps. On est exigeant envers nous-mêmes avant d'être exigeant envers les gens ou avant d'attendre le retour des gens. C'était très important d'attendre le retour des gens, mais on voulait toujours faire un petit peu mieux que ce qu'on a fait la veille, comme prendre plus de challenge que la semaine d'avant. Et petit à petit, quand c'est arrivé le moment où, OK, on n'arrive pas à trouver des partenaires, on n'arrive pas à se mettre sur la vision que nous, on ne veut pas dégrader, on ne veut pas aller chercher, on ne veut pas se dire, je veux ce coup pour ce dessert, puis après, je vais développer la recette. Non, je vais développer la recette, puis je vais voir à combien elle coûte et combien je la vendrai pour que ce soit correct. Donc, on n'a jamais fait dans l'autre sens. Souvent, ça se fait dans l'autre sens. Développe-moi une recette qui va me coûter tant pour être vendue à temps. Ça n'a jamais été notre devise à nous. Et là, quand on s'est retrouvés, Anis et moi, tout seuls pour la construction de notre local, on s'est dit, OK, ça va nous coûter bien plus cher que ce que la moyenne des gens vont mettre sur un premier point de vente. Pour tous nos amis, tout le monde, on était des fous. On a mis plus d'un demi-million dans le local qu'on a aujourd'hui. Qui est un petit local à Brossard. Ouais, un petit local que tu as vu là, ça s'est paré petit là. Sans prétention. Mais c'est incroyable. Mais c'est magnifique. On tenait à ce que la construction soit faite par des contracteurs de qualité. Là, on a eu vraiment énormément de chance. Et donc, à ce moment-là est arrivé le moment où on commençait à vraiment miser parce que avant tout ça, là, on n'a pas dépensé des grosses sommes. Là, on a pris de l'équité de notre maison. Là, on avait sorti 120 000 $ de là. Puis, on avait contacté les banques. Première banque pour nous, c'est la Banque Verte, là. Plein de gens sont là. Et en fait, on était avec cette banque-là depuis notre arrivée à Montréal. Donc, pour nous, c'est comme une évidence. On les appelle, on a cet apport-là. On veut ce montant. Le montant qu'on voulait, on voulait être comme à l'aise. On voulait 460 000 $. On se disait un petit peu de fonds de roulement au début, tout ça, mais après, il va y avoir toutes les surprises qui viennent dans les travaux. Le panneau électrique a changé, les fours, les trucs, ça peut monter, exploser du simple au double.
Donc, ils nous donnent un accord par téléphone. Attends, exploser du simple au double, on n'en avait aucune idée à ce non, moment-là. je leur ai dit que ça va exploser du simple au double. Mais dans notre tête, 460 000, on était à l'aise là, puis on a porté 160 000 et complété le reste. On les connaît très bien, ils nous connaissent très bien. On est très fiables, on est des bons payeurs, on a une bonne cote de crédit, tout va très bien. On a un monsieur à hypothéquer avec une bonne carrière, un bon salaire. Parce qu'il continue, lui, avec son travail, donc il était toujours garant. Le fait que lui, il avait son travail. En fait, probablement qu'on n'aurait pas pu faire grand-chose s'il n'y avait pas eu ça. Là. Ça, c'est ce qui est un peu dramatique, à mon avis, là, c'est de se dire que s'il n'y avait pas eu cette très bonne situation de mon travail de salarié, en fait... C'était un gros poids sur la balance. Ben, c'est ça, je veux dire, c'est un gros les organismes aussi. qui nous ont prêté, au final, on va s'en reparler, mais les organismes qui nous ont prêté n'auraient probablement pas prêté sans garantie. Donc, salaire... C'est le nom de la compagnie dans laquelle ils travaillaient, puis le salaire, puis le fait qu'on avait une maison, c'est ces trois leviers-là. Donc, des fois, quand on nous pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire, acheter une maison ou commencer un business, je pense à commencer par une maison. Parce qu'une année après, tu peux prendre une équité déjà. Ouais, bah, faut pouvoir acheter la maison, c'est ça le truc. Il faut pouvoir l'avoir, la maison. Il faut pouvoir avoir de l'équité sur la maison. Et à ce moment-là, du coup, la banque, elle nous a donné un accord. On a signé le bail de l'endroit qu'on a trouvé avec Anis. Puis on a donné notre premier apport au contracteur, au designer et à l'architecte. C'était 10 000, 12 000 $, quelque chose comme ça. Puis on attendait la réponse de la banque. 2-3 semaines après, la banque nous appelle et on était sur le départ pour la ville de Québec. On faisait un événement spécial avec Yellow Chaussures et Sarah Couture pour une nouvelle collection. Puis on recevait l'appel et ils nous disent qu'on vous donne un beau zéro. On ne peut rien vous donner. La banque, elle n'avait plus d'appétit. Rien dans la restauration et l'alimentaire. 2021 est une année 2022 est une année très difficile pour la restauration, parce qu'il y avait beaucoup plus de restaurants, parce qu'on est classé restauration, pâtisserie. Il y avait plus d'endroits qui fermaient, qui ouvraient. Puis c'est sûr que la banque, là, à ce moment-là, nous, on était naïfs par rapport à eux. C'est-à-dire qu'on pensait que sur un coup de téléphone qu'on avait eu, on nous avait dit « Ouais, on pense que ça pourrait le faire ». Nous, on s'est dit « C'est bon, feu vert ». On a signé. Grosse naïveté, on signe le oui, on a signé. On va avoir de l'argent, c'est bon. On s'est engagé, on a signé. Puis après ça, ils nous ont référé à une banque qui est supposée développer le Canada. Et du coup, c'est la BDC. La BDC. Pour nous, c'est la pire expérience de notre vie. Non, pire expérience. C'est les premiers à nous avoir donné de l'argent. Après, c'est sûr que dans les 18%, ça tue un commerce quand même. Avec le recul, maintenant, c'est sûr qu'on se rend compte que c'était des termes compliqués là, mais c'est quand même les premiers à nous avoir. Mais on s'est battu pour cette banque pour qu'ils nous donnent la moitié du projet parce qu'ils ne pouvaient pas financer plus. Fait qu'à Nice, ils faisaient beaucoup d'emails. Moi, je faisais des appels, comme 20-30 appels par jour, mais on ne nous répondait même pas. On disait oui au début, mais d'ailleurs, pour Futurpreneur, on était trop avancé. Ça faisait plus que 18 mois, donc on ne pouvait pas avoir accès à Futurpreneur. On était trop avancé dans le process. Donc, c'est que la deuxième partie qui est en relation avec la BDC. Puis là, après 2 mois et demi, 3 mois, là, on a réussi à avoir le OK. On a commencé, entre-temps, on avait lancé pour la ville. Et donc, on a commencé les travaux, mais on n'avait que la moitié du montant parce qu'entre-temps, le premier estimation vague était à 280 quelque chose. Puis la finale était à plus de 2 millions. Le contracteur est gentil parce qu'il nous a fait confiance là. Il n'était pas obligé de le faire. Puis en plus, c'est un contracteur qui, à l'époque, faisait des chantiers plus gros que le nôtre. Ouais, c'est Chevalier, ce gars. Ils ont accepté de prendre notre chantier et de nous faire confiance sur le fait que l'argent allait arriver. Le truc, c'est que nous, ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, eux, là, et donc ils déployaient leurs efforts. Tu étais très honnête, chérie. Tu leur disais qu'on est en train de chercher les 200 000 de plus, là, et qu'on n'était pas sûr de les avoir, mais donc, vous inquiétez pas, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Donc, comme dit Myriam, on s'est démené là pour essayer de trouver l'argent partout où on pouvait. Donc, des coups de fil. Il y avait des formulaires en ligne à remplir. Obtenez du financement en 10 minutes. Jamais. On vous rappelle, etc. En 24 heures, 48 heures, on balance, on regarde qu'est-ce que ça donne. Puis à la fin, ça a accroché avec la CIBC. Là. On a fait du forcing. En fait, on a fait des boîtes de dessert. Puis on faisait du sans rendez-vous. Et on se rappelle. Ouais, toi, t'étais forte pour ça. Myriam, elle disait... On emmène les desserts. On avait reçu les échantillons. On avait reçu nos boîtes, les échantillons de nos boîtes dorées à l'intérieur, marbre à l'extérieur. Là. On a mis 4 carrés d'or
Et on est parti à la CIBC. Le carré d'or, c'était ce qu'elle dit pas, c'est que le carré d'or, c'était une de nos spécialités à l'époque. La première, oui. Ça n'existe plus maintenant dans la boutique, mais c'était un dessert qui était sous forme de carré, qui avait comme à l'intérieur comme beaucoup de textures, du croustillant, du moelleux, etc. Et on avait comme c'est un peu différent de ce plusieurs qui se faisait à déclinaisons. l'époque aussi. Ouais, c'est vraiment une création originale. Là. Puis il y avait comme 5, 7 déclinaisons du carré d'or, en fait. Puis c'était notre et même produit les clients, principal quand ils rentraient au début de la boutique, vous avez un article. Mais en fait, c'est 7 saveurs différentes, mais vous avez un article. Donc cette banque nous a suivi après. Ouais, ils nous ont dit racontez-nous votre projet, puis nous on a dit goûtez et on en parle après. Wow, ok. Puis parce que on s'est fait parler pendant des semaines et des mois, ça donne pas de l'argent à la fin. Ouais. Et donc là il nous a dit votre projet est très beau, mais ça a besoin de plans d'affaires très clairs, d'une projection de chiffres, tout ça. Vous devez faire ça. De mon temps on avait déjà plus rien d'argent, on devait investir sur des experts qui doivent nous faire une projection pour que la banque puisse nous donner de l'argent. C'est comme le cercle vicieux. Là. Ouais, c'est comme tu dois payer encore plus pour avoir du financement. Tu dois avoir du financement en donnant de l'argent que tu n'as pas. Et mais il vous faut un bon comptable. Là, le comptable, il coûte $3,000, on les a pas là, les $3,000 pour finalement, peut-être ça c'est même pas approuvé. Donc, c'est ça. Ouais, puis on dit vous devriez vous prendre un conseiller qui va vous aider à faire votre plan d'affaires. Bon, c'est rien, c'est $4,000 le conseiller. Ouais, c'est pas grand-chose. Ce qui était difficile dans notre cas à nous, c'est comme lui, il avait un bon salaire, on avait la maison, ça nous a permis de démarrer, mais on comprend très bien que ça serait difficile de démarrer en haut de gamme parce qu'il fallait que le local... Alors, son emplacement n'est pas haut de gamme, là, mais l'intérieur. Souvent, les gens, ce qu'ils nous ont reproché, c'est que l'intérieur n'a rien à voir avec l'extérieur. Mais pour nous, c'était... Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, qu'est-ce qu'elle fait ici, votre boutique ? Pourquoi elle est ici ? Pourquoi elle n'est pas au Vieux-Port ? C'était le entre-deux. Mais là, il est rendu au centre-ville aussi. Vous avez une... on est rendu au Holt. On est rendu au Holt. Ouais. Ça, c'est cool. Puis bientôt, on sera à plein d'autres endroits. Ouais. Et du coup, le compromis qu'on a fait, c'est que l'intérieur, on devait avoir une place qui se mettrait... C'est pauvre, mais on est pauvre, mais on met tout ce qu'on a pour que ça paraisse comme... Parce que haut de gamme, on comprenait que si on voulait vendre quelque chose haut de gamme, puis même avec un prix de haut de gamme, il fallait que ce qui est autour, que ce soit dans un bel écrin, là, pas que ce soit dans quelque chose qui est ordinaire. Là. Donc on voulait vraiment que l'emballage, depuis la boîte des produits jusqu'à l'emballage de la boutique, là, exactement, que ça fasse partie qu'il y ait un environnement qui fasse que nos clients comprennent où est-ce qu'ils sont. Puis qu'est-ce qu'on vend réellement. Donc c'est sûr que dès le départ, on savait qu'on voulait faire cet investissement, même si c'était un risque. Mais tout le monde en trouvait faux, par contre. Que ce soit un peu prestigieux. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que justement pendant ce processus-là, je sais que vous êtes dans le but de chercher du financement, mais est-ce que vous avez dû mettre du capital de vous-même, justement pour les frais on va dire pour les ils ont dossiers. financé leur exact. On a mis 120 000. On a pris 120 000 à peu près de la maison. Et c'était comment financièrement pendant cette étape-là? Est-ce que vous étiez quand même dans un coussin? Je sais qu'il y avait beaucoup de garanties. Non, c'était quand même difficile. C'était difficile, il y avait beaucoup d'incertitudes. Lui, il dormait pas. C'est très simple. Je dormais très bien. Lui, il dormait absolument. Elle avait la chance de ne pas voir les chiffres, en fait. Oh, ok. Je vois. Je les avais. C'est le côté émotionnel de la femme. Peut-être, je sais pas. Je rentre pas là-dedans. Mais après, on n'est pas dépensier non plus, là. Non, on n'est pas dépensier, mais c'était difficile. C'est sûr qu'on n'a pas coupé sur nos dépenses habituelles tant que ça. On ne s'est pas dit, oh mince, on ne fera pas notre retraite à Bali cette année comme on le fait tout le temps. Non, ah oui Non, c'est ça, justement, on ne se l'est pas dit parce qu'on ne le fait pas. Donc, il n'y a pas eu des gros trucs qu'on a dû couper. Mais c'était difficile, en effet. On était vraiment, on était à zéro, là. C'est-à-dire que ça rentre, puis ça sort direct. On avait l'impression que c'était le plus difficile. Mais après ça, quand tu ouvres aux clients, là, puis là, tu commences à embaucher. Là, après, c'est autre chose. On pourrait s'en reparler. Je sais que le temps file, là, mais on pourrait s'en reparler après des autres étapes, là, derrière, parce qu'on n'a pas encore commencé à parler de la compagnie puis son développement jusqu'à aujourd'hui, là. Mais pour rester sur la situation financière à ce moment-là de la banque, avec la banque, puis ce qu'on devait payer, avancer comme argent, oui, c'était difficile. Parce que là, clairement, quand tu prends une équité sur la maison t'appartenait déjà pas, elle appartenait déjà à la banque, là, t'appartient encore moins. Là. C'est hop, ok, je donne tout ce qui reste. Ouais, je donne tout ce qui reste, là, ça y est. Là, j'ai vraiment plus rien. Mais c'était le prix à payer pour rentrer dans le jeu. Mais voilà, on s'est regardé avec Myriam. Même les 18% de la BDC, là, c'est que tout le monde nous dit c'est fou, mais on n'avait pas le choix. Okay, c'est très facile de parler
quand on n'était pas dans cette situation-là, pour nous, on savait très bien qu'on avait notre place sur le marché. On savait très bien qu'on pouvait changer des choses. Puis après, 3 ans après, comme on était les premiers sur les tremplins, on se rend compte que avec un petit peu de modestie, là, on a changé beaucoup de choses dans le domaine de la pâtisserie, dans le paysage. C'est au point que les gens utilisent notre nom maintenant. Exact. C'est gratifiant, mais on voit vraiment la différence entre les prix de l'époque, les prix de maintenant, les offres de l'époque, les offres de maintenant. On savait très bien qu'on pouvait amener quelque chose. Je suis passionnée par ce que je faisais. Il fait très bien ses calculs, ses trucs, c'est sa vision. L'avantage qu'on avait aussi sur la complémentarité, c'est que quand la compagnie ne faisait pas rentrer assez d'argent, moi, je n'étais pas impactée là. Donc, moi, je continue à créer de la même façon parce que si on s'arrête parce qu'on n'a pas d'argent, là... On perd un momentum. Exact. Et on ne sait pas que ça va être un momentum. En fait, c'est ça le point vicieux. C'est que là, si tu n'as pas assez de clients aujourd'hui, fait que tu n'as pas assez de fonds de roulement pour recréer du nouveau pour la semaine d'après. Mais si c'est lui qui crée de la foule et d'une nouveauté, il n'a aucune idée si lui va être capable de payer ou pas. Il fracasse sa tête, puis il fera quelque chose, puis ça se complète quand même assez bien. On a eu une très belle ouverture au début de la boutique aussi. Il y a eu de la prise de risque jusqu'à aujourd'hui. Là, on sait qu'on est dans une prise de risque permanente. Mais dès le départ, on s'est regardé et puis on s'est dit est-ce qu'on est OK de tout perdre ou pas? Puis on s'est dit oui, on est OK de tout perdre. Si on s'est dit arriver... quand même les enfants aiment la maison et grandissent. Ouais, c'est ça, mais on s'est dit non, c'est pas grave. Ils pourraient être heureux n'importe où. Là. Donc, et comme quand c'est pas une maison qui va nous bloquer là ou nous freiner. Et comme quand tu as décidé, toi, par exemple, de te mettre sur off sur ton autre travail aussi, on s'était posé la question de si tu perdais ce travail-là. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu trouverais plus tard, en fait le 9 à 5, il est confortable. Tu as ton salaire récurrent qui tombe. Les 2 semaines de Noël. Même quand tu en fais un petit peu moins au travail, le salaire tombe pareil. Il y a les congés, il y a une très bonne assurance collective, des choses comme ça. Très bonne participation horaire de ta compagnie aussi. Ouais, non, c'est ça. Il y a les avantages, il y a les bonus, il y a les primes, des choses comme ça. Puis c'est le genre de choses, évidemment. C'est l'affaire de la zone de confort. Tu te dis, OK, j'ai tout ce confort-là aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de renoncer à ça pour quelque chose de risqué? Mais c'est des choses qu'on a pesées, auxquelles on a réfléchi, puis on s'est dit, ouais, ça vaut la peine. On a envie de se sentir vivant, on a envie de faire des choses. Puis, on a mis beaucoup de temps pour des gens qui seraient dans la même situation. Le fait que Annie, c'est vraiment overthinking tout le temps, là. C'est pas dès le premier mois où on a eu beaucoup de clients. Alors, il a pris des périodes de 2 mois par-ci, 2 mois par-là, sans salaire. Là. Au début, c'était les 3 mois pour mettre la boutique en place. Puis les 3 premiers mois, on a eu énormément de clients. Les gens qui achetaient chez nous depuis 4 ans. Là. Ça faisait 4 ans qu'on était en vente en ligne. La publicité pour vous. Exactement. Étant donné que ça a été organique. Ouais. C'est toujours organique d'ailleurs. C'est ça. J'aimerais bien avoir votre avis là, mais on va peut-être accélérer un petit peu plus, parce que c'est le boom qui vient après là. Nous, au début, quand on a ouvert la boutique, on n'avait pas d'employés spécialement. On avait comme 3 à temps partiel des vendeuses, puis j'avais juste une employée. Ça a commencé avec un employé. En temps plein avec moi à l'arrière. En plein en production. En production. Ouais. Mais on avait tellement d'offres qu'on était sold out quasiment tous les jours. Donc là, ça nous mettait comme un peu en chicane parce que lui, il dit oui, OK, mais niveau argent, là, est-ce que tu es sûr qu'on embauche quelqu'un? Est-ce qu'on est capable de le payer? Est-ce que c'est pas du temporaire? Il faut réfléchir ça à combien on investit, quel risque on prend, etc. Ouais, donc là, c'est sûr que la vie de famille, tout ça, ça a pris un petit coup parce que les enfants, ils étaient avec nous H24 dans tout ce qu'on faisait. C'était pas évident. Après ça, on a eu comme un gros boom, puis ça s'est calmé un peu. Puis on a eu des creux dans l'année. Donc, mais on avait embauché juste 2-3 personnes à ce moment-là. Ça, c'était la même année de l'ouverture? Oui, la première année de l'ouverture. Et avant l'ouverture de la boutique, c'est là que j'avais fait le certificat Cédric Grolet, moi, et des recettes. Puis on a fait l'adaptation de ces recettes à lui sur ce qu'on faisait nous, donc graduellement. Puis il faut voir que dans un trempe-l'œil, c'est énormément d'étapes et une petite structure n'est pas capable de faire ça et faire ça à tous les jours et faire ça avec la même qualité et les ingrédients, parce que les ingrédients qu'il y a dedans,
Ce qui fait qu'une coque craque avec ce bruit-là, c'est le beurre de cacao. Si vous trouvez qu'une coque craque moins, c'est mélangé avec d'autres huiles végétales pour réduire le coût. Ça, c'est... Réduire le coût, la fragilité. La fragilité, le tout. Un kilo de beurre de cacao, c'est 85 $ le kilo. Là. Ouais. C'est extrêmement cher. C'est l'ingrédient qu'on a le plus cher aujourd'hui. L'huile, la pistache sont équivalents. Donc, petit à petit, là, on savait que ces acquis-là qu'on a eu de ce certificat-là allaient changer beaucoup chez nous. Mais est-ce que vous l'avez pris la même année? 2022, non, avant l'ouverture de la boutique. C'est là que vous avez pris le certificat. Mais on se pratiquait avec ces recettes-là, en fait, petit à petit. On n'aurait pas été capable de le faire après la boutique parce que comme on est pris dans un engrenage de la boutique, elle doit tourner à tous les jours, pas le temps de faire des pauses, en fait, pour se former ou quoi. C'est comme là, j'essaie de négocier avec Anis à Maury-Guichon, mais c'est à Las Vegas, là. Il faut que je me déplace plusieurs semaines. C'est pas trop faisable en ce moment. Mais c'est là où on se disait, tu te rappelles, là, on va faire pour les 5 ans de Mon Secret Gourmand, on va faire 5 nouvelles créations, on va les sortir. Mais les essais sur les trompe-l'œil, sur des clients spéciaux, chez nous, ça a duré plusieurs mois. Puis on a décidé de le sortir après. À partir de ce moment-là, comme on était les premiers, il y avait juste une place qui faisait le citron, mais c'est pas un goût de citron à l'intérieur. Ils n'avaient pas démocratisé vraiment les trompe-l'œil. Il n'y avait aucune boutique au Québec qui avait une collection de trompe-l'œil, et trompe-l'œil dans le sens dont inspiré Cédric Rolland. Au Québec, ni au Canada d'ailleurs. Dans le Canada non plus. Après, on n'a pas épluché tout, donc le Québec, c'est quand même assez... Ok. J'ai toujours peur de dire qu'on était les premiers, parce que qu'on va vous expliquer après les gens. Nous, on aime juste dire la vérité, là. C'est juste ça, là. On ne dira pas quelque chose qui est faux, mais si c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on commençait à avoir des micro-influenceurs qui venaient. Et puis là, on a eu une page qui a partagé pour nous, mais on avait décidé de le faire comme concours pour gagner quelque chose. Et à partir de là, on commençait à avoir des personnalités qui se faisaient taguer sous ce poste-là, dont Rim Nebak à l'époque. Et Rim, on se connaît d'Occupation Double. A fait Occupation Double il y a très longtemps, mais... Comme une personnalité publique. Oui, exact. Puis je la connaissais à travers, on avait la même coiffeuse, fait que je l'avais déjà connue dans la vraie vie. Donc quand je lui donnais le premier test pour qu'elle teste, j'avais aucune idée si elle allait poster ou pas. Ce qu'on a essayé de faire dans nos relations avec les gens, c'est qu'on n'a jamais demandé à se faire taguer, jamais demandé à faire une vidéo à quelqu'un qui a... Si c'est quelqu'un qui correspond à nos valeurs, à nous, on lui faisait goûter sans aucune attente en face. Puis là, elle a posté une vidéo, une autre, Josie a posté une vidéo, et puis ça s'est enchaîné. Puis les gens se sont rendus compte que quand ils mettaient le nom, ça faisait beaucoup de vues. Donc on commençait à avoir... C'était effet boule de neige. Effet boule de neige de juillet à 2024, juillet, août, septembre. Wow. C'était la folie. On ouvrait à 11h, à midi, 13h, on n'avait plus rien. Wow. Puis là, on avait 4 employés à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on embauche? Est-ce que c'est de l'éphémère? Est-ce qu'on est capable de gérer? On n'était pas capable de gérer. Ça c'est la période où moi, je me suis dit, OK, il faut que je laisse le travail de côté pour le moment. Donc, j'ai demandé... T'as laissé au bon moment, mais 2 semaines. Ouais, mais c'est ça. C'est que là, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de nouveaux défis à gérer. Parce que c'est pas les mêmes défis que tu gères quand t'as, je sais pas, tant de clients, puis quand t'en as 10 fois plus. Là, d'un coup... tous les problèmes sont multipliés par 10. Problèmes de production, d'opération, d'employés, de files d'attente. De CNSST, de toutes les normes aussi, parce que c'est de la nourriture, c'est absolument tout qui arrive là et qui est amplifié en fait. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a besoin de renfort là, pour les opérations. Et quand on croit qu'on a atteint le maximum des gens qu'on peut atteindre, le lendemain nous surprend plus. Ouais, c'est vrai que ça c'était drôle parce qu'on s'est dit plusieurs fois, on pense qu'on a atteint la limite, la capacité de cette boutique. Puis on est arrivé probablement 10 fois plus. 10 fois le... 10 fois le... Et pourtant, 10 fois les projections de la banque qu'ils avaient fait sur nous à l'époque. Ouais. Donc ça, c'était... Puis quand on croit que c'est le maximum, mais il vient plus. Puis un jour, moi, on avait 2 visions différentes. Donc moi, je suis plus community manager, gestion de relations avec les gens. Lui, gérait le site web, le chat, parce qu'il a intégré énormément d'IA dans nos process, que ce soit à la production, c'est son domaine à lui. Donc on a énormément de... comment ça s'appelle on a des assistants, non? On a des assistants, voilà, à la production, des assistants pour passer des commandes, des assistants pour répondre aux clients. En fait, on parlait tantôt des obstacles qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Je pense que la chance qu'on a, c'est une des chances que j'ai, c'est de pouvoir gérer beaucoup d'aspects
de la compagnie sans avoir besoin de faire appel à des compagnies extérieures. C'est-à-dire qu'on a pu sauver beaucoup de coûts comme ça, parce qu'on est quand même assez débrouillard puis manuel, puis on a pu prendre de notre côté en fait énormément de choses. Donc on a pu se dépanner sur plein de choses, sur les systèmes de caisse, sur se créer un système d'inventaire sur mesure par rapport à nos productions, se créer un système de service client sur mesure par rapport à notre business, etc. Les ça, messages c'est quand même pour une les chance confirmations de commandes, toutes ces choses. Ouais, exactement, le système de commande avec le système de SMS, etc. Donc c'est sûr que ça nous a quand même beaucoup aidé. Non, c'est pas parfait, mais c'est vrai qu'on améliore petit à petit. Et puis les entrepreneurs qui se lancent dans des business comme ça, c'est sûr que ça vient les frapper là. Je veux dire, on n'a pas tous la même aisance avec la technologie, par exemple. Et la technologie, c'est un outil absolument essentiel. Là, on a la chance que Myriam soit extrêmement à l'aise avec Instagram et les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui l'est. Moi, j'ai la chance d'être très à l'aise avec toute la technologie de manière générale. C'est pas tout le monde qui l'est non plus. Donc, pour se lancer en business, sans déjà ces compétences-là, c'est sûr que devoir aller les chercher, trouver les bonnes personnes qui vont accompagner pour ça, c'est compliqué, ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Définitivement. Donc c'est sûr que c'est une des chances qu'on a eues là, de pouvoir avoir ces compétences déjà qui ont aidé à propulser un petit peu la compagnie. On continue avec, moi je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je lis absolument tous les commentaires, à part la dernière vidéo où il y a 11 000 commentaires, je n'ai pas réussi à lire toutes. Puis Anis va me créer un petit assistant qui lirait tous les commentaires. Puis, parce que c'est quand même de la nourriture, c'est très fragile. Le citron qu'on a acheté cette semaine, exemple, comme matière première, peut être plus acide que la semaine d'après. Il faut toujours des contrôles différents, des batchs de matières premières différentes. Il faut que je sache qu'est-ce que le client aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Savoir choisir dedans qu'est-ce que je prends comme chose à changer ou pas. C'est la compagnie, qu'est-ce qu'elle prend comme à changer ou pas. Mais l'avantage que j'avais, moi, en tant que community manager, c'est que je suis copropriétaire. Donc, c'est très facile. Moi, je le sens directement sur la compagnie versus quelqu'un qui n'est pas sensible. Mais si quelqu'un va toujours amener côté prix, je sais ce que ça coûte d'en produire. Fait que malheureusement, si tu en trouves pour moins cher que ça, c'est soit les employés sont sous-payés ou pas une bonne ambiance dans la compagnie, soit c'est au détriment de la qualité ou au détriment de la quantité, parce que nous, on a une taille un peu spéciale par rapport à ce qui se fait dans le commerce, c'est plus grand. Donc, il y avait mais ça, c'était de l'apprentissage aussi, créer une carapace. Et là arrive une autre personnalité qui a changé énormément notre compagnie, c'est Olivier Primo. Puis je reçois un message de l'équipe Vlog Day, Everyday. Puis je monte ça à Nice. J'étais en train de trembler. Ah, wow. On s'est dit, waouh, il y a un truc qui va changer. Il y a quelque chose là. Mais on ne le savait pas, on ne pensait pas autant. Parce qu'on va toujours parler de la semaine de Olivier. C'était une semaine numéro 1 de bienveillance. Vraiment. Numéro 2, parce qu'on était sold out très vite là. Ça a pu créer un peu de frustration. Une journée il y a de la bienveillance, ça a créé un peu de frustration chez les clients. Moi, mon souvenir, peut-être parce que c'est la semaine où toi, tu as pris la vente. Anis, en fait, il a pris 2-3 semaines de congé pour prendre en charge la boutique parce qu'il y avait besoin de vendeurs, mais il y avait besoin de directeurs. Il y avait besoin, c'est comme je disais tantôt, c'est que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes en fait, qu'il fallait adresser tout de suite. Des problèmes qu'on pouvait avant se dire qu'on allait reporter ça à plus tard, mais là d'un coup, il faut s'en occuper immédiatement. Les chicanes de clients aussi. Donc que ce soit le service client évidemment. Quand on a peu de clients ou beaucoup de clients, c'est pas la même attention ou c'est pas disons le même effort qu'on va mettre sur le service client. Parce que là d'un coup on se retrouve avec un panel de clients beaucoup plus large, des réactions ou des attentes qui peuvent être complètement différentes d'un client à l'autre. Et là, il faut vraiment se concentrer, voir, OK, là, le service client, il va falloir qu'on s'en occupe sérieusement. Parce que il faut qu'on mette noir sur blanc comment aussi. On parle aux gens, qu'est-ce qu'on leur répond, quelles sont nos stratégies par rapport à nos services clients, etc. Donc, c'était beaucoup de défis qui sont venus avec cette période-là énormément. Et des défis d'approvisionnement aussi, parce qu'on n'avait pas de fonds de roulement pour pouvoir avoir... Et vous n'avez pas planifié non plus une croissance aussi rapide. On n'a planifié aucun influenceur, parce qu'il y avait vraiment quelques-uns qu'on a fait goûter, mais après, toutes les demandes qu'on recevait, on ne pouvait pas les accepter parce qu'on n'a pas de quoi vendre. Donc, qu'est-ce qu'on va accepter? Donc, quand on ne les acceptait pas, ils venaient tout seuls. Parce qu'eux, ils avaient le momentum des vues, là. Donc, ils venaient, puis ils filmaient, puis on n'avait aucune idée de combien on va vendre ce jour-là. Et la journée, on ne savait pas quand est-ce que Olivier Primo allait poster non plus.
Et on attendait nos boîtes, nos packaging, on n'avait plus de packaging. On n'avait plus rien pour servir aux gens. Donc, il fallait qu'on achète des boîtes classiques. Mais nos boîtes font partie de notre branding. Là. Ça ne passerait pas. Puis, la journée où Olivier Primo avait posté, on avait eu une panne d'électricité le matin. Wow, OK. Donc, on a dû fermer ce jour-là. Mais on ne savait pas qu'il allait poster, de toute façon. On était là à la boutique toute la journée pour expliquer aux gens. Mais ça a défilé, ça a défilé. Wow. Puis après, on fermait. C'était un dimanche. On fermait lundi, mardi, mercredi. Mais le jeudi d'après... Ouais, c'était la folie complètement. C'était la folie. Et déjà, incroyable. Avant l'ouverture. Tout le centre d'achat, là, ouais. Ça faisait le tour plus du centre de places de d'achat. parking dans le truc. Après ça, quelques semaines, on a eu des plaintes du propriétaire parce qu'on prenait toutes les places de parking puis qu'on roulait à 100%. On va laisser tranquille le propriétaire. Ouais. C'est un sujet à part Mais entière. la semaine de Olivier Primo, genre le samedi, on avait prévu 4-5 fois plus que la semaine d'avant. Mais on avait un line-up continu qui faisait le bâtiment, le tour du bâtiment là, de 11h du matin jusqu'à 16h, quelque chose l'après-midi, mais on n'avait plus rien. On servait que du café en fin de journée. Parce qu'on avait c'est là qu'il y avait quand même des réflexions à chaque minute. À chaque minute, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Oups, on est dans telle situation. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais donc, tu fallait réagir Mais vite. tu as adoré. Ah non, c'était on génial. l'a vécu d'une façon complètement différente. Non, c'était génial. Moi, je faisais de l'hyperpalpitation, puis l'hyperventilation, je me sentais pas bien, des pleurs, puis je regardais dans la caméra, parce qu'ils nous installaient des caméras, je regardais la longueur du line-up, puis je disais, je vous promets que si vous coupez chaque dessert en 4, vous en aurez pas pour tout le monde. Sûr et certain. Non, Puis je faisais des stories Instagram, genre, il n'y en aura pas aujourd'hui pour tout le monde. J'ai vu jamais aucun business qui dit il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais là, on a eu la chance d'avoir un beau petit noyau d'équipe. Puis là, on a fait grossir l'équipe petit à petit. Et après, on a changé de local de production. On a 2 cuisines maintenant. On a une cuisine centrale qui fait comme 3 fois la cuisine qui est à l'arrière de la boutique. Et on a la cuisine de la boutique. Merci. Et on passait de 4 employés, on est à 34-35 actuellement. Mais c'est ça qui est, on parlait tantôt là, c'est soudain, puis ça vient vite, puis on n'est pas prêt, etc. Je pense que c'est quelque chose, c'est un des très gros défis, c'est qu'il y a beaucoup de business en ce moment qui peuvent avoir une explosion en visibilité soudainement. Les réseaux sociaux aident beaucoup à ça en fait. C'est quelque chose qui est relativement nouveau et ça fait que ça peut exploser. Puis là, il faut réagir intelligemment. Il faut réagir vite aussi. Il faut réagir très vite, savoir mais il ne jauger, faut pas là. faire n'importe quoi. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est soit on se dit, ok, c'est temporaire, puis ça va exploser vite. Ça, c'est à ce moment-là, nous, on le sait pas. C'est-à-dire que dans nos têtes, on veut juste grandir. Ça, c'est toi, tu me disais, ok, mais là, écoute, il y a toujours un pic et ça va toujours redescendre. Exact. Mais ce qu'on s'est dit j'arrivais vite, pas à l'admettre et je voulais pas l'admettre. Ça, c'est la réalité. C'est clairement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a la visibilité, il y a le pic. Là, soit tu t'adaptes, soit tu t'adaptes pas. Si tu t'adaptes pas, ça veut dire que ta boutique, elle ouvrait 5 jours, elle ouvre plus qu'1 jour parce que tu peux pas produire davantage. Ou soit tu t'adaptes, puis là, t'embauches, t'achètes des machines, puis tu fais tout un paquet de choses. On avait fait les deux. Et tu investis. Puis là, tu te dis, wow, ok, maintenant j'ai une masse salariale là qui a grossi. Elle a grossi, puis c'est le premier poste de dépense, clairement, devant tout le reste. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que ce pic-là dans lequel on est en termes d'activité, il va falloir le maintenir. Il va falloir maintenir ce pic, puis c'est ça qu'on veut faire. Et le pire, on n'a pas envie de se dire qu'on va se séparer de gens. Si tu te projettes à l'année, le pire, tu te projettes sur le montant annuel des salaires. Ouais, c'est ça. Non, c'est 1,7 million à peu près de salaire annuel. Ça fait tourner la tête un petit peu par rapport aux projections qu'on pouvait avoir initialement. Mais très vite, on s'est dit, OK, mais là, nous, on le sait, on comprend maintenant que c'est des choses qui arrivent, ces pics. On veut le garder maintenant, puis on veut profiter de ça. Qui va être le plus gros challenge. Exact, absolument. Mais le garder organiquement. Exact. L'idéal. Parce que ça, c'est l'idéal. Personne n'arrive à nous croire, à date, même des gens très très proches de nous, c'est que ça s'est fait organiquement. C'est-à-dire que, c'est sûr, une vidéo organique, elle marche toujours mieux, mais comment... Parce que les gens, les personnalités commencent à voir que tu as beaucoup de clients, donc ils pensent que tu as beaucoup d'argent. Mais quand tu as beaucoup de clients, tu n'as pas forcément plus d'argent. Tu dois... C'est la différence entre le chiffre d'affaires et le profit. Ouais. C'est quoi le pourcentage qu'on peut trouver? Pourcentage de profit. De profit. Ouais. Alors, est-ce que c'est qu'est-ce qui se fait dans le domaine ou est-ce que pour ce genre d'entreprise comme vous faites, on peut être à peut-être 30, 40. Là, je parle pas de nous là spécialement, mais c'est quelque chose qu'on pourrait attendre pour commencer, pour être intéressant là, on va dire, en termes d'investissement, puis pouvoir réinvestir justement là. Donc, c'est à peu près
autour de ça qu'on peut se mettre. Nous, je sais pas à quel point il faudrait revoir avec notre responsable là, par rapport à ça. Mais on a commencé, comme on disait tantôt, c'est qu'au départ, même si nous, on a eu l'impression de se mettre c'était une vraiment... bonne marche, mais c'est... Exact, on avait l'impression que c'était des bonnes marches. Dès que tu commences à tout calculer, en fait, puis tout calculer, y compris notre temps à nous, qui vaut pas rien du tout, là, bah là, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être plus faible que ce qu'on croyait. Là. Donc l'idée, c'était d'essayer justement de se dire, il faut qu'on vende nos produits au juste prix, qu'on ne se dévalorise pas, qu'on ne dévalorise pas le produit, puis on va atteindre notre clientèle. Il n'y a aucune raison qu'on ne l'atteigne pas. Par contre, il faut qu'on reste dans la nouveauté, dans la créativité, et que ce soit toujours Et là, on est en attirant train pour de les gens. switcher. Je ne sais pas c'est quand que ça sortira, l'épisode, mais... On est en train de switcher au complet, là. On sort d'un trompe-l'œil, un fruit qui a un fruit à l'intérieur. On va plus en fast-food. Fast-food, le look. T'en dis beaucoup, là. Il y a déjà le burger, il y a le popcorn. Il y a le burger, déjà. Et on va faire un peu honneur au Québec dans les jours à venir. Une spécialité d'ici, là. Est-ce que vous allez toujours garder les deux boutiques? Parce que je sais que vous avez la boutique au centre-ville, au Holt, et la boutique à Brossard. Est-ce que vous allez toujours garder les deux? Là, pour le moment, on a une collaboration temporaire avec Holt. Okay. Donc, on va aller au moins jusqu'à fin septembre. Puis, on va voir pour la suite. Okay. On verra pour la Parce suite. que c'est un test, un challenge de transport. C'est qu'on fait du transport journalier de Brossard à Holt tous les jours. Donc ça aussi, c'est des frais supplémentaires. C'est comme pour ça que je disais tout à l'heure que quand tu augmentes ta structure, là, où tu fais plus de ventes, tu n'as pas plus de profit. Et que je parlais des réseaux sociaux parce qu'on se faisait approcher par des gens, mais quand tu commences à parler avec eux, ils t'envoient le devis, mais je ne vous ai pas contacté pour une collaboration. Si vous m'avez contacté, c'est de l'organique, puis ils n'arrivent pas à croire qu'on fonctionne à 100% organique. Parce que si on devait mettre toutes les vidéos que vous voyez avec des personnalités, si on devait les payer, on ne pourrait pas. Non, on n'avait pas le budget énorme. pour ça, clairement. Et on ne l'a toujours pas là parce qu'on continue à investir. On réinvestit dans la compagnie. Exactement. Puis on veut profiter aussi un petit peu de tout ce mouvement qu'on est en train de créer, justement, pour faire grossir. Bon. Ouais. On a envie de faire grossir. On vise aussi un petit peu, parce que maintenant qu'on sait faire Brossard, centre-ville, qui des fois peut prendre plus qu'1 heure, on a maintenant des façons de transport réfrigéré qui nous permet, avec Anis aujourd'hui, de viser comme prochaine destination hors Québec, Ottawa, et se dire que Ottawa, c'est 2 heures, et qu'on serait capable d'aller à Toronto et d'autres villes, en fait. Parce qu'elle parlait d'argent tantôt, là, de dire ça coûte de l'argent de venir livrer au centre-ville, les choses comme ça. C'est surtout, ça prend des idées, en fait, parce que il y a tout à inventer. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, c'est des pâtisseries fragiles, c'est des pâtisseries qui craignent la chaleur, qui craignent le mouvement, il y a des trous dans la route. Comment on fait pour que tout arrive à bon port, là, faut anticiper c'est en bon état? Absolument, faut réfléchir à tout ça. Oui, on réfléchit quand on sort de la province et on a une partie ici de production et une partie là-bas pour finaliser, parce qu'on a toujours besoin de garder la main sur la base et sur le contrôle qualité. Ce qui est très important, c'est parce que quand on fait en une semaine des ventes de 2 mois, 3 mois avant, en nombre de pièces vendues, il faut les vérifier une à une. Parce que le client qui l'a, il nous doit encore même plus d'attention que celui qui était là il y a 3 ans. Donc ça, c'est un point très, très, très important parce que la montée peut être très rapide, mais la descente, elle peut être encore plus rapide. Il n'y a absolument rien de garanti. Et surtout qu'aujourd'hui, on commence à rentrer dans... On n'est plus les seuls à faire les trompe-l'œil, mais essayer d'éduquer les gens sur qu'est-ce que c'est un trompe-l'œil, pourquoi un fruit, et il y a moins de mâche dans un fruit, parce que c'est pour reproduire un fruit. C'est quoi la différence entre utiliser du mascarpone, des crèmes un peu plus travaillées qu'utiliser de la crème au beurre ou des crèmes simples? C'est quoi la différence entre beurre de cacao ou huile végétale au niveau du goût, au niveau de comment ça craque? Ça, c'est un bout qui est difficile, hein, de l'éducation. Éducation. On sait qu'on peut éduquer les gens jusqu'à un certain point, là. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, il faut qu'on fasse en sorte que notre produit parle de lui-même sans qu'on ait besoin d'expliquer. Mais veut pas, c'est les gens comparent sur un visuel que des fois même, il n'est même pas le même, mais ils comparent, ok, pour un simple ou double du prix, je vais être correct avec le petit prix, mais
c'est pas un ou exemple, il y a comme une petite, c'est pas une tendance là, mais il y a certaines places qui vendent des pâtisseries cassées comme à un prix cassé là, mais un trompe-l'œil c'est un look là, ça n'a pas de sens de vendre ça comme cassé. Après, c'est une question de positionnement, donc c'est sûr que c'est quelque chose. Le type de clientèle avec lequel ils veulent travailler. On s'est dit jamais de la vie, nos employés le savent. C'est un look. Nos employés savent. On peut pas le vendre cassé là. Excuse-moi, nos employés savent qu'ils ne vendront jamais à un client une pâtisserie qui est cassée. Parfois, un employé ne va pas le voir, mais c'est une règle qui est très stricte. Là, nos employés, s'ils voient qu'il y a le look n'est pas... Exact, s'il y a un problème de look sur le trompe-l'œil lui-même, leurs instructions à nos employés, c'est de ne pas le voir. C'est normal, parce que c'est votre standard, et puis ils doivent respecter ce standard. Absolument, ouais, tout à fait. Puis en termes pour ce genre de boutique, on peut espérer de faire combien de chiffres d'affaires par année? Alors... normal ou non? On peut dire là, je veux dire, on peut dire jusqu'où ça va là. Ce qu'on peut espérer faire, on sait maintenant qu'on peut arriver à 3 millions de dollars. Okay. Donc 3 millions de dollars annuels, 3,5 annuels. Donc c'est ce qu'on peut atteindre. Sur nos 4 jours d'ouverture. Mais ouvrir plus de jours, ça ne veut pas forcément dire on pense faire plus de ventes là. Mais pour une gestion bien pour les employés, bien pour la qualité, là, on n'a pas trop le choix sur les journées d'ouverture. Ouais, c'est ça, c'est que c'est le genre de choses, ça ne se voit pas de l'extérieur, pas du tout, mais il y a beaucoup de monde qui nous dit mais on ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas ouvert 7 jours, puis on ne comprend pas pourquoi vous n'êtes pas ouvert de 8h à 20h 7 jours. Mais évidemment, c'est énormément de défis. L'ouverture de la boutique, c'est beaucoup de défis. C'est des défis d'employés, évidemment, de ressources humaines. C'est des défis de production. C'est des défis de conservation. Du nettoyage c'est des à défis comment de ouvrir pour les clients, à tout là. Même le nettoyage, c'est une tâche. Tu ne peux pas ouvrir avec une boutique qui ne représente pas comment tu es là. Tout doit être nickel. Rien n'est à négliger. La lourdeur d'une journée d'ouverture là. La lourdeur, je parle de la responsabilité d'une journée où on est ouvert, c'est énorme. Donc, moi, je ne me vois pas loin de Montréal. Je parle de Brossard parce que Brossard est une destination. Holt, ça a énormément augmenté cette semaine-là par rapport à nos prévisions de la dernière semaine. On fait comme le double de la semaine dernière, mais on va s'ajuster. Mais Brossard, là, c'est énorme. Donc, je ne peux pas me voir pas dans la région montréalaise de jeudi à dimanche là. Okay, dans ma tête, sa tête à lui aussi, on n'est pas tranquille. On sait pas. C'est encore un petit bébé là. Il n'y a rien qui est pris aux garanties. Il faut absolument que tout soit parfait. Ouais. Puis des fois, on est les yeux partout. On essaie d'avoir les yeux partout. C'est sûr que des fois, il y a des petites choses qui nous échappent. Mais on essaye vraiment d'avoir les yeux partout. On essaye de faire en sorte que ce qu'on vend soit, comme je disais, que l'enrobage du produit qu'on vend soit aussi beau que le produit lui-même. Puis, si je vous parle d'immigrants visionnaires, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Ah, c'est bon ça. C'est sûr que, clairement, le Québec, le Canada, c'est des terres d'immigration. Là, on ne va pas se le cacher. Puis, je veux dire, on est nombreux à être dans cette situation-là. Ce qu'on a trouvé ici, c'est cette possibilité de pouvoir imaginer et de pouvoir se dire qu'il n'y aurait pas de limite. C'est sûr que, encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer la France, mais on avait le sentiment en France d'avoir peut-être plus de bâtons dans les roues et d'avoir peut-être plus de potentiel ici, plus de possibilités, plus d'ouverture des gens. Donc, c'est sûr que on ne voit pas de limite. Comme disait Myriam tout à l'heure, il n'y a aucune raison qu'on se mette une limite, où que ce soit. Donc, on verrait bien notre business grandir le plus possible au niveau du Canada, États-Unis, à l'international. On n'a vraiment pas de frein avec ça. Et on a énormément d'immigrants dans notre équipe. On est quasi 100% à la production là. Ouais. Donc, on a des gens de partout. Ouais, on a un petit peu de tout là. On a évidemment des gens qui ne sont pas des migrants locaux non plus, ici, mais majoritairement sur le. Ça dépend des périodes là, mais on a énormément d'immigrants. On voit la soif de réussir ici, la diversité de venir avec des cultures différentes. C'est la richesse là que ça apporte. C'est que je pense dans Immigrants Visionnaires,
en effet, comme dit Myriam, la richesse d'apporter d'autres cultures, puis de les mélanger, en fait. Même dans les goûts. Hein. C'est que sans qu'une culture impose à une autre culture, c'est des mélanges de cultures, et puis la richesse qui en ressort, c'est des mentalités différentes, c'est des visions différentes, c'est des façons de voir les choses, c'est un rapport au travail aussi parfois qui est différent. C'est que c'est sûr que des immigrants du Venezuela ont parfois pas la même vision du travail ou de l'effort qu'un migrant d'un autre pays ou bien un Québécois qui est là depuis toujours. Et donc ça crée justement cette richesse, c'est des visions différentes. Il va y avoir une vision qui va être plus pragmatique, une vision qui va être plus analytique, puis on mélange un peu tout ça, puis ça crée quelque chose d'extraordinaire. Donc nous, comme dit Myriam, on a la chance d'avoir avec nous des collaborateurs qui sont très bons dans ce qu'ils font, et puis qui ont amené leur caractère, leur culture, etc. Donc ça, vraiment, je pense que ça fait vraiment partie, c'est comme ça qu'on le voit là. On a développé la recette du café, du grain de café, le grand et le petit, là, avec 2 colombiennes. Et quand on ajoutait du café, en fait, on met vraiment du grain de café à l'intérieur. Pour eux, c'est pas assez fort. Faut aller plus loin que ce que nous, on était. Pour nous, c'était du café. Donc, essayer de trouver même le palais est un peu différent. Essayer de tester sur toute l'équipe, là. C'est ça qu'on aime bien inclure tout le monde, là, dans les préparations, dans les recettes. On fait goûter tout le monde, là, tout le temps. On pense que c'est important que tout le monde sache. Si sur le panel de 34 personnes à la production, on est capable d'avoir un 75% qui aiment, là, ça veut dire aussi que sur la population, ça va être quelque chose qui va plaire. Parce que, exemple, quand on prend les bases des recettes, Cédric Grolet, c'est très artistique. Et c'est parce que vous achetez le nom aussi, c'est un artiste. Hein. Donc, il se peut que ce goût-là n'est pas au goût de la population au complet. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mixer les recettes de ça, ajuster sur nos goûts et un goût parce que pour les gens, au début, mon secret gourmand, c'est rien du tout. Ouais. On venait de nulle part, donc il fallait créer un peu notre place. Mais trouver un équilibre, là. Essayer d'aller dans quand même de l'artistique, mais ne pas pousser à un point où les gens ne comprendraient pas. C'est-à-dire qu'il y aurait comme juste un rejet de ça en disant non, c'est... Je comprends pas pourquoi c'est salé votre pâtisserie là. Ce qui arrive parfois avec les pâtisseries de Cédric Grolet, ça peut avoir un petit goût salé. Puis on s'est dit que ça serait peut-être moins bien accepté. Mais là, on peut rentrer dans des petites folies un petit peu plus. Le popcorn, par exemple, il était un petit peu différent des autres pâtisseries. Le popcorn, c'est une des dernières créations. Ouais, on a fait comme plusieurs. Un popcorn qui est une pâtisserie. C'est 6 popcorn dans une boîte. Comme dans la boîte, il y a des vrais popcorn, puis on vient piocher dedans le vrai et le faux. Et donc, ils font pas la même taille. Ils font pas du tout la même taille. On pourrait bien faire la même taille. On a essayé de faire les mini aussi. Les mini, c'est une autre expérience. C'est pas à la crème. C'est pour essayer de sortir. Parce que quand c'est sorti, l'affaire de notre certificat et tout aussi, on avait beaucoup comme des attaques sur le copyright de Cédric Grolet. Plagiat, pardon. C'est carrément du plagiat. C'est du plagiat. On a eu une grosse période de harcèlement médiatique, pas médiatique, grâce sur les réseaux sociaux. Après harcèlement, c'est peut-être fort, là. Il y a eu... C'est moi, le community manager. Il y a eu... Oui, après harcèlement... on vous amène la police, on vous ferme la boutique, vous faites du plagiat. C'était quelques personnes. C'est quelques personnes qui font beaucoup de bruit, on va dire. Qui se sont donné comme mission d'aller sous chaque... Mais je n'étais pas assez forte psychologiquement à l'époque pour gérer ça. Puis je trouve que j'aurais pu accueillir avec plus de... je pense que ça fait partie. Je pense que ça fait partie du jeu, exactement. C'est pas très grave. Tout est inspiration dans la vie de toute façon. Là, évidemment que c'est inspiré de Cédric Grolet. Vous-même, vous êtes des inspirations pour nous. C'est une très belle histoire que vous avez raconté. Je ne sais pas si Charlie, tu avais quelque chose à dire ou sinon on va closer. Non, je pense que ça faisait vraiment le tour. Vraiment chapeau pour vous, pour ce que vous avez fait, vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement, de voir où est-ce que vous étiez parti. Je sais qu'il y a beaucoup de péripéties encore à traiter. Peut-être idéalement, si on aura l'opportunité de faire une partie 2 pour voir d'autres histoires. Mais définitivement, chapeau à vous de faire en sorte de venir au Canada, de ne pas avoir froid aux yeux, d'évidemment foncer, aller jusqu'au bout. Puis même dans ce moment où vous avez plus de liquidité, vous allez quand même aller all-in dans ce projet-là. Puis le faire aujourd'hui, vous avez ce beau bébé qui est en train de grandir, qui va devenir un adolescent éventuellement.
Mais félicitations à vous pour aussi peu de temps, toute la compétition que vous avez faite, puis on vous souhaite le meilleur, le gros succès possible. Merci beaucoup. Vraiment, chapeau à vous. Je sais pas si tu voulais... Plaisir d'être ici. Ah non, ça m'a fait un grand plaisir de les recevoir, d'entendre leur histoire, de voir leur niveau de résilience, que ce soit, on voit d'où ça part également, de chaque famille, et de voir justement votre structure, votre organisation, c'est juste incroyable de voir tout ça. Donc, chapeau à vous, puis bon succès pour Mon Secret Gourmand. Merci beaucoup. Puis, je te laisse clôturer. Ceci étant dit, voici l'émission qui a été faite avec Mon Secret Gourmand. Vous allez pouvoir voir leur localisation qui est à Brossard et leur nouveau emplacement qui est au Holt. Il y en aura peut-être d'autres. Exactement. D'ici là, il y en aura d'autres. Et ceci étant dit, merci beaucoup. On se voit dans un prochain podcast. À la prochaine. Merci.